Seconde partie. 1. En avant. En avant. Le monde était ouvert devant moi, et je pouvais tourner mes pas du côté du nord ou du sud, de l'ouest ou de l'est, selon mon caprice. Je n'étais qu'un enfant, et j'étais mon maître. Et là, c'était précisément là ce qu'il y avait de triste dans ma position. Combien d'enfants se disent tout bas « Ah, si je pouvais faire ce qui me plaît, si j'étais libre, si j'étais mon maître !» Combien aspirent avec impatience aux jours bienheureux où ils auront cette liberté de faire des sottises. Moi je me disais « Ah, si j'avais quelqu'un pour me conseiller, pour me diriger !» C'est qu'entre ces enfants et moi il y avait une différence terrible. Si ces enfants font des sottises, ils ont derrière eux quelqu'un pour leur tendre la main quand ils tombent, ou pour les ramasser quand ils sont à terre, tandis que moi je n'avais personne. Si je tombais, je devais aller jusqu'au bas, et une fois là, me ramasser tout seul, si je n'étais pas cassé. Et j'avais assez d'expérience pour comprendre que je pouvais très bien me casser. Malgré ma jeunesse, j'avais été assez éprouvé par le malheur pour être plus circonspect et plus prudent que ne le sont ordinairement les enfants de mon âge. C'était un avantage que j'avais payé cher. Aussi, avant de me lancer sur la route qui m'était ouverte, je voulus aller voir celui qui, en ces dernières années, avait été un père pour moi. Si la tante Catherine ne m'avait pas pris avec les enfants pour aller lui dire adieu, je devais bien tout seul aller l'embrasser. Il y a des choses tristes en ce monde et dont la vue porte à des réflexions lugubres. Je n'en connais pas de plus laide et de plus triste qu'une porte de prison. Je m'arrêtai un moment avant d'oser entrer dans la prison de Clichy, comme si j'avais peur qu'on ne m'y gardât et que la porte, cette affreuse porte, refermée sur moi, ne se rouvrît plus. On me fit entrer dans un parloir où il n'y avait ni grille ni barreaux, comme je croyais, et bientôt après le père arriva, sans être chargé de chaînes. « Je t'attendais, mon petit Rémi, me dit-il, et j'ai grondé Catherine de ne pas t'avoir emmené avec les enfants. » Nous étions seuls dans le parloir, assis sur un banc à côté l'un de l'autre. Je me jetai dans ses bras. « Je ne te dirai plus qu'un mot, dit le père, à la garde de Dieu, mon cher garçon. » Et tous deux nous restâmes pendant quelques instants silencieux. Mais le temps avait marché, et le moment de nous séparer était venu. Tout à coup le père fouilla dans la poche de son gilet, et en retira une grosse montre en argent, qui était retenue dans une boutonnière par une petite lanière en cuir. « Il ne sera pas dit que nous nous serons séparés sans que tu emportes un souvenir de moi. Voici ma montre, je te la donne. Elle n'a pas grande valeur, car tu comprends que, si elle en avait, j'aurais été obligé de la vendre. Elle ne marche pas non plus très bien, et elle a besoin de temps en temps d'un bon coup de pouce. Mais enfin, c'est tout ce que je possède présentement, et c'est pour cela que je te la donne. » Disant cela, il me la mit dans la main, puis comme je voulais me défendre d'accepter un si beau cadeau, il ajouta tristement. « Tu comprends que je n'ai pas besoin de savoir l'heure ici. Le temps n'est que trop long, je mourrai à le compter. Adieu, mon petit Rémi, embrasse-moi encore un coup. Tu es un brave garçon. Souviens-toi qu'il faut l'être toujours. » Et je crois qu'il me prit par la main pour me conduire à la porte de sortie. Mais ce qui se passa dans ce dernier moment, ce qui se dit entre nous, je n'en ai pas gardé souvenir. J'étais trop troublé, trop ému. Quand je pense à cette séparation, ce que je retrouve dans ma mémoire, c'est le sentiment de stupidité et d'anéantissement qui me prit tout entier quand je fus dans la rue. Je crois que je restai longtemps, très longtemps dans la rue, devant la porte de la prison, sans pouvoir me décider à tourner mes pas à droite ou à gauche, et j'y serais peut-être demeuré jusqu'à la nuit, si ma main n'avait, tout à coup par hasard, rencontré dans ma poche un objet rond et dur. Machinalement, et sans trop savoir ce que je faisais, je le palpai, ma montre. Capi me regarda, et comme j'étais trop troublé pour le comprendre, après quelques secondes d'attente, il se dressa contre moi, et posa sa patte contre ma poche, celle où était ma montre. Il voulait savoir l'heure, pour la dire à l'honorable société, comme au temps où il travaillait avec Vitalis. Je la lui montrai. Il la regarda assez longtemps, comme s'il cherchait à se rappeler. Puis, se mettant à frétiller de la queue, il aboya 12 fois. Il n'avait pas oublié. Ah, comme nous allions gagner de l'argent avec notre montre, c'était un tour de plus sur lequel je n'avais pas compté. Comme tout cela se passait dans la rue, vis-à-vis de la porte de la prison, il y avait des gens qui nous regardaient curieusement, et même qui s'arrêtaient. Si j'avais osé, j'aurais donné une représentation tout de suite, mais la peur des sergents de ville m'en empêcha. D'ailleurs, il était midi. C'était le moment de me mettre en route. En avant! Je donnai un dernier regard, un dernier adieu à la prison,
derrière les murs de laquelle le pauvre père allait rester enfermé, tandis que moi, j'irais librement où je voudrais, et nous partîmes. L'objet qui m'était le plus utile pour mon métier, c'était une carte de France. Je savais qu'on en vendait sur les quais, et j'avais décidé que j'en achèterais une. Je me dirigeais donc vers les quais. Il me fallut longtemps pour trouver une carte, du moins comme j'en voulais une, c'est-à-dire collée sur toile, se pliant et ne coûtant pas plus de 20 sous, ce qui pour moi était une grosse somme. Enfin, j'en trouvai une si jaunie que le marchand ne me la fit payer que 75 centimes. Maintenant je pouvais sortir de Paris, ce que je me décidai à faire au plus vite. J'avais 2 routes à prendre, celle de Fontainebleau par la barrière d'Italie, ou bien celle d'Orléans par Montrouge. En somme, l'une m'était tout aussi indifférente que l'autre, et le hasard fit que je choisis celle de Fontainebleau. Comme je suivais la rue Mouffetard, dont le nom que je venais de lire sur une plaque bleue m'avait rappelé tout un monde de souvenirs, Garofoli, Mathia, Ricardo, la marmite avec son couvercle fermé au cadenas, le fouet aux lanières de cuir, et enfin Vitalis, mon pauvre et bon maître, qui était mort pour ne pas m'avoir loué aux padrones de la rue de l'Oursine. Et il me sembla, en arrivant à l'église Saint-Médard, reconnaître dans un enfant appuyé contre le mur de l'église le petit Mathia. C'était bien la même grosse tête, les mêmes yeux mouillés, les mêmes lèvres parlantes, le même air doux et résigné, la même tournure comique. Mais, chose étrange, si c'était lui, il n'avait pas grandi. Je m'approchai pour le mieux examiner. Il n'y avait pas à en douter, c'était lui. Il me reconnut aussi, car son pâle visage s'éclaira d'un sourire. « C'est vous, dit-il, qui êtes venu chez Garofoli avec le vieux à barbe blanche, avant que j'entre à l'hôpital? Ah, comme j'avais mal à la tête ce jour-là! Et Garofoli est toujours votre maître? » Il regarda autour de lui avant de répondre. Alors, baissant la voix, « Garofoli est en prison. On l'a arrêté parce qu'il a fait mourir Orlando pour l'avoir trop battu. » Cela me fit plaisir de savoir Garofoli en prison, et pour la première fois j'eus la pensée que les prisons, qui m'inspiraient tant d'horreur, pouvaient être utiles. « Et les enfants, dis-je? »« Ah, je ne sais pas, je n'étais pas là quand Garofoli a été arrêté. Quand je suis sorti de l'hôpital, Garofoli, voyant que je n'étais pas bon à battre sans que ça me rende malade, a voulu se débarrasser de moi, et il m'a loué pour 2 ans payé d'avance au cirque Gassot. Vous connaissez le cirque Gassot, non? Eh bien, ce n'est pas un grand cirque, mais c'est pourtant un cirque. Ils avaient besoin d'un enfant pour la dislocation, et Garofoli me loua au père Gassot. Je suis resté avec lui jusqu'à lundi dernier, et puis on m'a renvoyé parce que j'ai la tête trop grosse maintenant pour entrer dans la boîte, et aussi trop sensible. Alors je suis venu de Gisors, où est le cirque, pour rejoindre Garofoli, mais je n'ai trouvé personne. La maison était fermée, et un voisin m'a raconté ce que je viens de vous dire. Garofoli est en prison. Alors je suis venu là, ne sachant où aller, et ne sachant que faire. Pourquoi n'êtes-vous pas retourné à Gisors? Parce que le jour où je partais de Gisors pour venir à Paris à pied, le cirque partait pour Rouen. Et comment voulez-vous que j'aille à Rouen? C'est trop loin, et je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas mangé depuis hier midi. Je n'étais pas riche, mais je l'étais assez pour ne pas laisser ce pauvre enfant mourir de faim. Comme j'aurais béni celui qui m'aurait tendu un morceau de pain quand j'irais aux environs de Toulouse, affamé comme Mathia l'était en ce moment. Restez là, lui dis-je. Et je courus chez un boulanger dont la boutique faisait le coin de la rue. Bientôt je revins avec une miche de pain que je lui offris. Il se jeta dessus et la dévora. « Et maintenant, lui dis-je, que voulez-vous faire ?»« Je ne sais pas. Il faut faire quelque chose. »« J'allais tâcher de vendre mon violon quand vous m'avez parlé, et je l'aurais déjà vendu si cela ne me faisait pas chagrin de m'en séparer. Mon violon, c'est ma joie et ma consolation. Quand je suis trop triste, je cherche un endroit où je serai seul, et je joue pour moi. Alors je vois toutes sortes de belles choses dans le ciel. C'est bien plus beau que dans les rêves, ça se suit. Alors pourquoi ne jouez-vous pas du violon dans les rues? J'en ai joué, personne ne m'a donné. Je savais ce que c'était que de jouer sans que personne mît la main à la poche. Et vous, demanda Mathia, que faites-vous maintenant? Je ne sais quel sentiment de vantardise enfantine m'inspira. Mais je suis chef de troupe, dis-je. En réalité, cela était vrai, puisque j'avais une troupe composée de capis, mais cette vérité frisait de près la fausseté. Oh, si vous vouliez, dit Mathia. Quoi? M'enrôler dans votre troupe. Alors la sincérité me revint. Mais voilà toute ma troupe, dis-je en montrant Capi. Eh bien, qu'importe, nous serons 2. Ah, je vous en prie, ne m'abandonnez pas. Que voulez-vous que je devienne? Il ne me reste qu'à mourir de faim. Mourir de faim? Tous ceux qui entendent ce cri ne le comprennent pas de la même manière, et ne le perçoivent pas à la même place.
Moi, ce fut au cœur qu'il me résonna. Je savais ce que c'était que de mourir de faim. « Venez avec moi, lui dis-je, mais pas comme domestique, comme camarade. » Et remontant la bretelle de ma harpe sur mon épaule, « En avant, lui dis-je. » Au bout d'un quart d'heure, nous sortions de Paris. Les hâles du mois de mars avaient séché la route, et sur la terre durcie on marchait facilement. L'air était doux, le soleil d'avril brillait dans un ciel bleu sans nuages. Près de moi, Mathia marchait sans rien dire, réfléchissant sans doute, et moi, je ne disais rien non plus pour ne pas le déranger, et aussi parce que j'avais moi-même à réfléchir. Où allions-nous ainsi de ce pas délibéré? À vrai dire, je ne le savais pas trop, et même je ne le savais pas du tout, devant nous, mais après. J'avais promis à Lise de voir ses frères et Étiennette avant elle, mais je n'avais pas pris d'engagement à propos de celui que je devais voir le premier. Benjamin, Alexis ou Étiennette, je pouvais commencer par l'un ou par l'autre, à mon choix, c'est-à-dire par les Cévennes, la Charente ou la Picardie. De ce que j'étais sorti par le sud de Paris, il résultait nécessairement que ce ne serait pas Benjamin qui aurait ma première visite, mais il me restait le choix entre Alexis et Étiennette. J'avais eu une raison qui m'avait décidé à me diriger tout d'abord vers le sud et non vers le nord. C'était le désir de voir mère Barberin. Si depuis longtemps je n'ai pas parlé d'elle, il ne faut pas en conclure que je l'avais oubliée, comme un ingrat. De même, il ne faut pas conclure non plus que j'étais un ingrat, de ce que je ne lui avais pas écrit depuis que j'étais séparé d'elle. Combien de fois j'avais eu cette pensée de lui écrire pour lui dire « Je pense à toi et je t'aime toujours de tout mon cœur ». Mais d'une part elle ne savait pas lire, et de l'autre la peur de Barberin, et une peur horrible, m'avait retenu. Si Barberin me retrouvait au moyen de ma lettre, s'il me reprenait, si de nouveau il me vendait un autre Vitalis, qui ne serait pas Vitalis, sans doute il avait le droit de faire tout cela, et cette pensée j'aimais mieux m'exposer à être accusé d'ingratitude par mère Barberin, plutôt que de courir la chance de retomber sous l'autorité de Barberin, soit qu'il usât de cette autorité pour me vendre, soit qu'il voulût me faire travailler sous ses ordres. J'aurais mieux aimé mourir de faim, plutôt que d'affronter un pareil danger. Mais si je n'avais pas osé écrire à mère Barberin, il me semblait qu'étant libre d'aller où je voulais, je pouvais tenter de la voir, et même depuis que j'avais engagé Mathia, dans ma troupe, je me disais que cela pouvait être assez facile. J'envoyais Mathia en avant, tandis que je restais prudemment en arrière. Il entrait chez mère Barberin et la faisait causer sous un prétexte quelconque. Si elle était seule, il lui racontait la vérité, venait m'avertir, et je rentrais dans la maison, où s'était passée mon enfance, pour me jeter dans les bras de ma mère nourrice. Si au contraire Barberin était au pays, Mathia demanderait à mère Barberin de se rendre à un endroit désigné, et là je l'embrassais. C'était ce plan que je bâtissais tout en marchant, et cela me rendait silencieux, car ce n'était pas trop de toute mon attention, de toute mon application pour examiner une question d'une telle importance. En effet, je n'avais pas seulement à voir si je pouvais aller embrasser mère Barberin, mais j'avais encore à chercher si, sur notre route, nous trouverions des villes ou des villages dans lesquels nous aurions chance de faire des recettes. Pour cela, le mieux était de consulter ma carte. Justement, nous étions en ce moment en pleine campagne, et nous pouvions très bien faire une halte sur un tas de cailloux, sans craindre d'être dérangés. « Si vous voulez, dis-je à Mathia, nous allons nous reposer un peu. Voulez-vous que nous parlions? Vous avez quelque chose à me dire? Je voudrais vous prier de me dire tu. Je veux bien, nous nous dirons tu. Vous, oui, mais moi, non. Toi comme moi, je te l'ordonne, et si tu ne m'obéis pas, je tape. Bon, tape, mais pas sur la tête. » Et il se mit à rire d'un bon rire franc et doux, en montrant toutes ses dents, dont la blancheur éclatait au milieu de son visage hâlé. Nous nous étions assis, et dans mon sac j'avais pris ma carte, que j'étalais sur l'herbe. Je fus assez longtemps à m'orienter, mais me souvenant de la façon dont s'y prenait Vitalis, je finis par tracer mon itinéraire. Corbeil, Fontainebleau, Montargis, Gien, Bourges, Saint-Amand, Montluçon. Il était donc possible d'aller à Chavanon, et si nous avions un peu de chance, il était possible de ne pas mourir de faim en route. Comme j'avais débouclé mon sac, l'idée me vint de passer l'inspection de ce qu'il contenait, étant bien aise d'ailleurs de montrer mes richesses à Mathia, et j'étalais tout sur l'herbe. J'avais 3 chemises en toile, 3 paires de bas, 5 mouchoirs, le tout en très bon état, et une paire de souliers un peu usés. Mathia fut ébloui. « Et toi, qu'as-tu » lui demandai-je. « J'ai mon violon et ce que je porte sur moi. » Depuis que j'avais repris ma peau de mouton et ma harpe, il y avait une chose qui me gênait beaucoup,
c'était mon pantalon. Il me semblait qu'un artiste ne devait pas porter un pantalon long. Pour paraître en public, il fallait des culottes courtes avec des bas sur lesquels s'entrecroisaient des rubans de couleur. Des pantalons, c'était bon pour un jardinier, mais maintenant j'étais un artiste. Pendant que je vais arranger mon pantalon, dis-je à Mathia, tu devrais bien me montrer comment tu joues du violon. Oh, je veux bien. Et prenant son violon, il se mit à jouer. Pendant ce temps, j'enfonçais bravement la pointe de mes ciseaux dans mon pantalon un peu au-dessous du genou, et je me mis à couper le drap. Tout d'abord, j'avais écouté Mathia en coupant mon pantalon, mais bientôt je cessai de faire fonctionner mes ciseaux, et je fus tout oreille. Mathia jouait presque aussi bien que Vitalis. « Et qui donc t'a appris le violon ?» lui dis-je en l'applaudissant. « Personne, un peu tout le monde, et surtout moi seul en travaillant. »« Et qui t'a enseigné la musique ?»« Je ne la sais pas, je joue ce que j'ai entendu jouer. » On n'est pas artiste sans avoir un peu d'amour-propre. Je voulus montrer à Mathia que moi aussi j'étais musicien. Je pris ma harpe et tout de suite, pour frapper un grand coup, je lui chantai ma fameuse chanson « Fenesta vacia et patrona crudele ». Et alors, comme cela se devait entre artistes, Mathia me paya les compliments que je venais de lui adresser par ses applaudissements. Il avait un grand talent, j'avais un grand talent, nous étions dignes l'un de l'autre, mais nous ne pouvions pas rester ainsi à nous féliciter l'un l'autre. Il fallait, après avoir fait de la musique pour nous, pour notre plaisir, en faire pour notre souper et pour notre coucher. Je bouclai mon sac et Mathia, à son tour, le mit sur ses épaules. En avant sur la route poudreuse, maintenant, il fallait s'arrêter au premier village, qui se trouverait sur notre route, et donner une représentation. Début de la troupe Rémy. Comme nous arrivions à un village qui se trouve après Villejuif, nous préparant à chercher une place convenable pour notre représentation, nous passâmes devant la grande porte d'une ferme, dont la cour était pleine de gens endimanchés, qui portaient tous des bouquets noués avec des flots de rubans et attachés, pour les hommes à la boutonnière de leur habit, pour les femmes à leur corsage. Il ne fallait pas être bien habile pour deviner que c'était une noce. L'idée me vint que ces gens seraient peut-être satisfaits d'avoir des musiciens pour les faire danser, et aussitôt j'entrai dans la cour, suivi de Mathia et de Capi. Puis mon feutre à la main, et avec un grand salut, le salut noble de Vitalis, je fis ma proposition à la première personne que je trouvai sur mon passage. C'était un gros garçon dont la figure rouge comme une brique était encadrée dans un grand collerette qui lui sciait les oreilles. Il avait l'air bon enfant et placide. Il ne me répondit pas, mais se tournant tout d'une pièce vers les gens de la noce, car sa redingote en beau drap luisant le gênait évidemment aux entournures, il fourra deux de ses doigts dans sa bouche et tira de cet instrument un si formidable coup de sifflet que Capi en fut effrayé. « Où est les autres ?» cria-t-il. « Quoi que vous pensez d'une petite aire de musique? V'là des artistes qui nous arrivent. »« Oui, oui, la musique, crièrent des voix d'hommes et de femmes. « En place pour le quadrille !» Et en quelques minutes, les groupes de danseurs se formèrent au milieu de la cour, ce qui fit fuir les volailles épouvantées. « As-tu joué des quadrilles ?» demandai-je à Mathia en italien, et à voix basse, car j'étais assez inquiet. « Oui. » Et il m'en indiqua un sur son violon. Le hasard permit que je le connusse. Nous étions sauvés. On avait sorti une charrette de dessous un hangar. On la posa sur ses chambrières, et on nous fit monter dedans. Bien que nous n'eussions jamais joué ensemble, Mathia et moi, nous ne nous tirâmes pas trop mal de notre quadrille. Il est vrai que nous jouions pour des oreilles qui n'étaient heureusement ni délicates ni difficiles. « Un de vous sait-il jouer du cornet à piston ?» nous demanda le gros rougeau. « Oui, moi, dit Mathia, mais je n'en ai pas. »« Je vais aller vous en chercher un, parce que le violon c'est joli, mais c'est fadasse. »« Tu joues donc aussi du cornet à piston ?» demandai-je à Mathia en parlant toujours italien. « Et de la trompette à coulisses et de la flûte, et de tout ce qui se joue. » Décidément, il était précieux, Mathia. Bientôt, le cornet à piston fut apporté, et nous recommençâmes à jouer des quadrilles, des polkas, des valses, surtout des quadrilles. Nous jouâmes ainsi jusqu'à la nuit, sans que les danseurs nous laissassent respirer. Ce n'était pas bien grave pour moi, mais cela était beaucoup plus pour Mathia, chargé de la partie pénible, et fatigué d'ailleurs par son voyage et par les privations. Je le voyais de temps en temps pâlir, comme s'il allait se trouver mal. Cependant, il jouait toujours, soufflant tant qu'il pouvait dans son embouchure. Heureusement, je ne fus pas seul à m'apercevoir de sa pâleur. La mariée la remarqua aussi. « Assez, dit-elle, le petit n'en peut plus maintenant, la main à la bourse pour les musiciens. Si vous vouliez, dis-je en sautant à bas de la voiture, je ferais faire la quête par notre caissier. » Et je jetai mon chapeau à Capi, qui le prit dans sa gueule. On applaudit beaucoup la grâce avec laquelle il savait saluer lorsqu'on lui avait donné. Mais ce qui valait mieux pour nous, on lui donna beaucoup.
Comme je le suivais, je voyais les pièces blanches tomber dans le chapeau. Le marié mit la dernière, et ce fut une pièce de 5 francs. Quelle fortune! Ce ne fut pas tout. On nous invita à manger à la cuisine, et on nous donna à coucher dans une grange. Le lendemain, quand nous quittâmes cette maison hospitalière, nous avions un capital de 28 francs. C'est à toi que nous les devons, mon petit Mathia, dis-je à mon camarade. Tout seul, je n'aurais pas formé un orchestre. Avec 28 francs dans notre poche, nous étions des grands seigneurs, et lorsque nous arrivâmes à Corbeil, je pus sans trop d'imprudence me livrer à quelques acquisitions que je jugeais indispensables. D'abord, un cornet à piston qui me coûta 3 francs chez un marchand de ferraille. Pour cette somme, il n'était ni neuf ni beau, mais enfin, récuré et soigné, il ferait notre affaire. Puis ensuite des rubans rouges pour nos bas, et enfin un vieux sac de soldat pour Mathia, car il était moins fatigant d'avoir toujours sur les épaules un sac léger, que d'en avoir de temps en temps un lourd. Nous nous partagerions également ce que nous portions avec nous, et nous serions plus alertes. Quand nous quittâmes Corbeil, nous étions vraiment en bon état. Nous avions toutes nos acquisitions payées, 30 francs dans notre bourse, car nos représentations avaient été fructueuses. Notre répertoire était réglé de telle sorte que nous pouvions rester plusieurs jours dans le même pays sans trop nous répéter. Enfin, nous nous entendions si bien, Mathia et moi, que nous étions déjà ensemble, comme 2 frères. Après avoir quitté Corbeil, nous nous étions dirigés sur Montargis, en route pour aller chez Mère Barberin. Aller chez Mère Barberin pour l'embrasser, c'était m'acquitter de ma dette de reconnaissance envers elle, mais c'était m'en acquitter bien petitement, et à trop bon marché. Si je lui portais quelque chose. Maintenant que j'étais riche, je lui devais un cadeau. Quel cadeau lui faire? Je ne cherchais pas longtemps. Il y en avait un qui, plus que tout, la rendrait heureuse, non seulement dans l'heure présente, mais pour toute sa vieillesse. Une vache qui remplaça la pauvre Roussette. Quelle joie pour Mère Barberin si je pouvais lui donner une vache, et aussi quelle joie pour moi. Avant d'arriver à Chavanon, j'achetais une vache, et Mathia, la conduisant par la longe, la faisait entrer dans la cour de Mère Barberin. Bien entendu, Barberin n'était pas là. « Madame Barberin, disait Mathia, voici une vache que je vous amène. »« Une vache, vous vous trompez, mon garçon. » Et elle soupirait. « Non, madame, vous êtes bien Madame Barberin de Chavanon. »« Eh bien, c'est chez Madame Barberin que le prince, comme dans les contes de fées, m'a dit de conduire cette vache qu'il vous offre. »« Quel prince ?» Alors je paraissais, je me jetais dans les bras de Mère Barberin, et après nous être bien embrassés, nous faisions des crêpes et des beignets, qui étaient mangés par nous trois, et non par Barberin, comme en ce jour de mardi gras, où il était revenu pour renverser notre poêle et mettre notre beurre dans sa soupe à l'oignon. Quel beau rêve! Seulement, pour le réaliser, il fallait pouvoir acheter une vache. Combien cela coûtait-il, une vache? Je n'en avais aucune idée. Cher sans doute, très cher, mais encore. Ce que je voulais, ce n'était pas une trop grande, une trop grosse vache. D'abord, parce que plus les vaches sont grosses, plus leur prix est élevé. Puis parce que plus les vaches sont grandes, plus il leur faut de nourriture. Et je ne voulais pas que mon cadeau devînt une cause d'embarras pour Mère Barberin. L'essentiel pour le moment, c'était donc de connaître le prix des vaches, ou plutôt d'une vache telle que j'en voulais une. Heureusement, ce n'était pas difficile pour moi, et dans notre vie sur les grands chemins, dans nos soirées à l'auberge, nous nous trouvions en relation avec des conducteurs et des marchands de bestiaux. Il était donc bien simple de leur demander le prix des vaches. Mais la première fois que j'adressai ma question à un bouvier, dont l'air brave homme m'avait tout d'abord attiré, on me répondit en me riant au nez. Le bouvier se renversa ensuite sur sa chaise, en donnant de temps en temps de formidables coups de poing sur la table. Puis il appela l'aubergiste. « Savez-vous ce que me demande ce petit musicien? Combien coûte une vache? Pas trop grande, pas trop grosse, enfin une bonne vache. Faut-il qu'elle soit savante ?» Après avoir épuisé toutes ces plaisanteries, déployé suffisamment son esprit, il voulut bien me répondre sérieusement, et même entrer en discussion avec moi. Il avait justement mon affaire, une vache douce, donnant beaucoup de lait, un lait qui était une crème, et ne mangeant presque pas. Si je voulais lui allonger 15 pistolets sur la table, autrement dit 50 écus, la vache était à moi. 15 pistolets ou 50 écus, cela faisait 150 francs, et j'étais loin d'avoir une si grosse somme. Était-il impossible de la gagner? Il me sembla que non, et que si la chance de nos premiers jours nous accompagnait, je pourrais sou à sou réunir ces 150 francs. Seulement il faudrait du temps. Alors une nouvelle idée germa dans mon cerveau. Si au lieu d'aller tout de suite à Chavanon, nous allons d'abord à Vars, cela nous donnerait ce temps qui nous manquerait en suivant la route directe. Il fallait donc aller à Vars, tout d'abord, et ne voir Mère Barberin qu'au retour,
Assurément alors j'aurais mes 150 francs, et nous pourrions jouer ma féerie, la vache du prince. Le matin je fis part de mon idée à Mathia, qui ne manifesta aucune opposition. « Allons à Vars, se dit-il. Les mines, c'est peut-être curieux, je serais bien aise d'en voir une. » 2. Une ville noire. La route est longue de Montargis à Vars, qui se trouve au milieu des Cévennes, sur le versant de la montagne inclinée vers la Méditerranée. 500 ou 600 kilomètres en ligne droite. Plus de 1000 pour nous, à cause des détours qui nous étaient imposés par notre genre de vie. Il fallait bien chercher des villes et des grosses bourgades pour donner des représentations fructueuses. Nous mîmes près de 3 mois à faire ces 1000 kilomètres, et quand nous arrivâmes aux environs de Vars, j'eus la joie, comptant mon argent, de constater que nous avions bien employé notre temps. Dans ma bourse en cuir, j'avais 128 francs d'économie. Il ne me manquait plus que 22 francs pour acheter la vache de mère Barberin. Mathia était presque aussi content que moi, et il n'était pas médiocrement fier d'avoir contribué pour sa part à gagner une pareille somme. Il est vrai que cette part était considérable, et que sans lui, surtout sans son cornet à piston, nous n'aurions jamais amassé 128 francs, Capi et moi. De Vars à Chavanon, nous gagnerions bien certainement les 22 francs qui nous manquaient. Ce qui fait et ce qui fera la fortune de Vars est ce qui se trouve sous la terre, et non ce qui est au-dessus. À la surface, en effet, l'aspect est triste et désolé. Des causses, des garrigues, c'est-à-dire la stérilité, pas d'arbres, si ce n'est çà et là des châtaigniers, des mûriers et quelques oliviers chétifs. Pas de terre végétale, mais partout des pierres grises ou blanches, là seulement où la terre ayant un peu de profondeur se laisse pénétrer par l'humidité. Surgit une végétation active qui tranche agréablement avec la désolation des montagnes. De cette dénudation résultent de terribles inondations, car lorsqu'il pleut, l'eau court sur les pentes dépouillées, comme elle courait sur une rue pavée, et les ruisseaux, ordinairement à sec, roulent alors des torrents qui gonflent instantanément les rivières des vallons et les font déborder. En quelques minutes, on voit le niveau de l'eau monter dans le lit des rivières de 3, 4, 5 mètres et même plus. Vars est bâtie à cheval sur une de ces rivières nommée la Divonne, qui reçoit elle-même dans l'intérieur de la ville 2 petits torrents, le ravin de la Truyère et celui de Saint-Andéol. Ce n'est point une belle ville, ni propre, ni régulière. Les wagons chargés de minerais de fer ou de houille, qui circulent du matin au soir sur des rails, au milieu des rues, sèment continuellement une poussière rouge et noire, qui, par les jours de pluie, forme une boue liquide et profonde, comme la fange d'un marais. Par les jours de soleil et de vent, ce sont au contraire des tourbillons aveuglants qui roulent dans la rue et s'élèvent au-dessus de la ville. Du haut en bas, les maisons sont noires, noires par la boue et la poussière, qui de la rue montent jusqu'à leur toit, noires par la fumée des fours et des fourneaux, qui de leur toit descend jusqu'à la rue. C'est noir, le sol, le ciel, et jusqu'aux eaux que roule la Divonne. Et cependant, les gens qui circulent dans les rues sont encore plus noirs que ceux qui les entourent. Les chevaux noirs, les voitures noires, les feuilles des arbres noirs. C'est à croire qu'un nuage de suie s'est abattu pendant une journée sur la ville, qu'une inondation de bitume l'a recouverte jusqu'au sommet des toits. Les rues n'ont point été faites pour les voitures, ni pour les passants, mais pour les chemins de fer et les wagons des mines. Partout sur le sol, des rails et des plaques tournantes, au-dessus de la tête des ponts volants, des courroies, des arbres de transmission qui tournent avec des ronflements assourdissants. Les vastes bâtiments près desquels on passe tremblent jusque dans leurs fondations, et si l'on regarde par les portes ou les fenêtres, on voit des masses de fonte en fusion qui circulent comme d'immenses bolides, des marteaux-pilons qui lancent autour d'eux des pluies d'étincelles, et partout, toujours, des pistons de machines à vapeur qui s'élèvent et s'abaissent régulièrement. Pas de monuments, pas de jardins, pas de statues sur les places. Tout se ressemble et a été bâti sur le même modèle, le cube. Les églises, le tribunal, les écoles, des cubes percés de plus ou moins de fenêtres selon les besoins. Quand nous arrivâmes aux environs de Vars, il était 2 ou 3 heures de l'après-midi, et un soleil radieux brillait dans un ciel pur. Mais à mesure que nous avancions, le jour s'obscurcit. Entre le ciel et la terre s'était interposé un épais nuage de fumée, qui se traînait lourdement en se déchirant aux hautes cheminées.
Depuis plus d'une heure, nous entendions de puissants ronflements, un mugissement semblable à celui de la mer, avec des coups sourds. Les ronflements étaient produits par les ventilateurs, les coups sourds par les martinets et les pilons. Je savais que l'oncle d'Alexis était ouvrier mineur à Varces, qu'il travaillait à la mine de la Truyère, mais c'était tout. Demeurait-il à Varces même, ou aux environs? Je l'ignorais. En entrant dans Varces, je demandai où se trouvait la mine de la Truyère, et l'on m'envoya sur la rive gauche, petit vallon traversé par le ravin, qui a donné son nom à la mine. On nous indiqua l'adresse de l'oncle Gaspard. Il demeurait à une petite distance de la mine, dans une rue tortueuse et escarpée qui descendait de la colline à la rivière. Quand je demandai, une femme qui était adossée à la porte, causant avec une de ses voisines, adossée à une autre porte, me répondit qu'il ne rentrerait qu'à 6 heures, après le travail. « Qu'est-ce que vous lui voulez ?» dit-elle. « Je veux voir Alexis. » Alors elle me regarda de la tête aux pieds, et elle regarda Capi. « Vous êtes Rémi, dit-elle. Alexis nous a parlé de vous. Il vous attendait. Quel est celui-ci » Elle montrait Mathia. « C'est mon camarade. » C'était la tante d'Alexis. Je crus qu'elle allait nous engager à entrer et à nous reposer, car nos jambes poudreuses et nos figures hâlées par le soleil criaient haut notre fatigue. Mais elle n'en fit rien, et me répéta simplement que si je voulais revenir à 6 heures, je trouverais Alexis qui était à la mine. Je n'avais pas le cœur à demander ce qu'on ne m'offrait pas. Je la remerciai de sa réponse, et nous allâmes par la ville à la recherche d'un boulanger, car nous avions grand faim, n'ayant pas mangé depuis le petit matin, et encore une simple croûte qui nous était restée sur notre dîner de la veille. J'étais honteux aussi de cette réception, car je sentais que Mathia se demandait ce qu'elle signifiait. À quoi bon faire tant de lieux? Il me sembla que Mathia allait avoir une mauvaise idée de mes amis, et quand je lui parlerais de Lise, il ne m'écouterait plus avec la même sympathie. Et je tenais beaucoup à ce qu'il eût d'avance de la sympathie et de l'amitié pour Lise. La façon dont nous avions été accueillis, ne m'engageant pas à revenir à la maison, nous allâmes un peu avant 6 heures attendre Alexis à la sortie de la mine. L'exploitation des mines de la Truyère se fait par 3 puits qu'on nomme puits Saint-Julien, puis Sainte-Alphonsine et puis Saint-Pancrace, car c'est un nuage dans les houillères de donner assez généralement un nom de saint au puits d'extraction, d'aérage ou d'exore, c'est-à-dire d'épuisement. Ce saint étant choisi sur le calendrier, le jour où l'on commence le fonçage, sert non seulement à baptiser les puits, mais encore à rappeler les dates. Prévenu que c'était par cette galerie que devaient sortir les ouvriers, je me postai avec Mathia et Capi devant son ouverture, et quelques minutes après que 6 heures eurent sonné, je commençai à apercevoir vaciller, dans les profondeurs sombres de la galerie, 2 petits points lumineux qui grandirent rapidement. C'étaient les mineurs, qui, la lampe à la main, remontaient au jour leur travail fini. Ils s'avançaient lentement, avec une démarche pesante, comme s'ils souffraient dans les genoux, ce que je m'expliquai plus tard, lorsque j'eus moi-même parcouru les escaliers et les échelles, qui conduisent au dernier niveau. Leurs figures étaient noires, comme celles des ramoneurs. Leurs habits et leurs chapeaux étaient couverts de poussière de charbon et de plaques de boue mouillée. En passant devant la lampisterie, chacun entrait et accrochait sa lampe à un clou. Bien qu'attentif, je ne vis point Alexis sortir, et s'il ne m'avait pas sauté au cou, je l'aurais laissé passer sans le reconnaître, tant il ressemblait peu maintenant, noir des pieds à la tête, aux camarades qui autrefois couraient dans les sentiers de notre jardin, sa chemise propre troussée jusqu'au coude, et son col entr'ouvert laissant voir sa peau blanche. « C'est Rémi, dit-il en se tournant vers un homme d'une 40aine d'années, qui marchait près de lui, et qui avait une bonne figure franche, comme celle du père Aquin, ce qui n'avait rien d'étonnant puisqu'ils étaient frères. Je compris que c'était l'oncle Gaspard. « Nous t'attendions depuis longtemps déjà, me dit-il avec bonhomie. Le chemin est long de Paris à Varces, et tes jambes sont courtes, dit-il en riant. » Capi, heureux de retrouver Alexis, lui témoignait sa joie en tirant sur la manche de sa veste à pleines dents. Pendant ce temps, j'expliquai à l'oncle Gaspard que Mathia était mon camarade et mon associé, un bon garçon que j'avais connu autrefois, que j'avais retrouvé et qui jouait du cornet à piston comme personne. « Et voilà, monsieur Capi, dit l'oncle Gaspard, c'est demain dimanche. Vous serez reposé, vous nous donnerez une représentation. » Alexis dit que c'est un chien plus savant qu'un maître d'école ou qu'un comédien. Autant je m'étais senti gêné devant la tante Gaspard, autant je me trouvais à mon aise avec l'oncle. Décidément, c'était bien le digne frère du père.
Causez ensemble, garçon, vous devez en avoir long à vous dire. Pour moi, je vais causer avec ce jeune homme qui joue si bien du cornet à piston. Pour une semaine entière, encore eût-elle été trop courte, Alexis voulait savoir comment s'était fait mon voyage, et moi, de mon côté, j'étais pressé d'apprendre comment il s'habituait à sa nouvelle vie, si bien qu'occupés tous les deux à nous interroger, nous ne pensions pas à nous répondre. Nous marchions doucement, et les ouvriers qui regagnaient leur maison nous dépassaient. Ils allaient en une longue file qui tenait la rue entière, tout noir, de cette même poussière qui recouvrait le sol d'une couche épaisse. Lorsque nous fûmes près d'arriver, l'oncle Gaspard se rapprocha de nous. « Garçon, dit-il, vous allez souper avec nous. » Jamais invitation ne me fit plus grand plaisir, car tout en marchant, je me demandais si, arrivé à la porte, il ne faudrait pas nous séparer, l'accueil de la tante ne m'ayant pas donné bonne espérance. « Voilà Rémi, dit-il en entrant dans la maison, et son ami. Je les ai déjà vus tantôt. Eh bien, tant mieux, la connaissance est faite, ils vont souper avec nous. » J'étais certes bien heureux de souper avec Alexis, c'est-à-dire de passer la soirée auprès de lui, mais, pour être sincère, je dois dire que j'étais heureux aussi de souper. Depuis notre départ de Paris, nous avions mangé à l'aventure, une croûte ici, une miche là, mais rarement un vrai repas. Assis sur une chaise, avec de la soupe dans une assiette, avec ce que nous gagnions, nous étions, il est vrai, assez riches pour nous payer des festins dans de bonnes auberges, mais il fallait faire des économies pour la vache du prince, et Mathia était si bon garçon qu'il était presque aussi heureux que moi à la pensée d'acheter notre vache. Notre souper ne dura pas longtemps. « Garçon, me dit l'oncle Gaspard, tu coucheras avec Alexis. » Puis, s'adressant à Mathia, « Et toi, si tu veux venir dans le fournil, nous allons voir à te faire un bon lit de paille et de foin. » La soirée et une bonne partie de la nuit ne furent point employées par Alexis et par moi à dormir. L'oncle Gaspard était piqueur, c'est-à-dire qu'au moyen d'un pic, il abattait le charbon dans la mine. Alexis était son rouleur, c'est-à-dire qu'il poussait, qu'il roulait sur des rails dans l'intérieur de la mine, depuis le point d'extraction jusqu'à un puits, un wagon nommé benne, dans lequel on entassait le charbon abattu. Arrivé à ce puits, la benne était accrochée à un câble qui, tiré par la machine, la montait jusqu'en haut. Bien qu'il ne fût que depuis peu de temps mineur, Alexis avait déjà cependant l'amour et la vanité de sa mine. C'était la plus belle, la plus curieuse du pays. Il mettait dans son récit l'importance d'un voyageur qui arrive d'une contrée inconnue et qui trouve des oreilles attentives pour l'écouter. D'abord, on suivait une galerie creusée dans le roc, et après avoir marché pendant 10 minutes, on trouvait un escalier droit et rapide. Puis au bas de cet escalier, une échelle en bois, puis un autre escalier, puis une autre échelle. Et alors on arrivait au premier niveau, à une profondeur de 50 mètres. Pour atteindre le second niveau, à 90 mètres et le troisième à 200 mètres, c'était le même système d'échelles et d'escaliers. C'était à ce troisième niveau qu'Alexis travaillait. Et pour atteindre à la profondeur de son chantier, il avait à faire 3 fois plus de chemin que n'en font ceux qui montent autour de Notre-Dame de Paris. Mais si la montée et la descente sont faciles dans les tours de Notre-Dame, où l'escalier est régulier et éclairé, il n'en est pas de même dans la mine, où les marches creusées suivant les accidents du roc sont tantôt hautes, tantôt basses, tantôt larges, tantôt étroites. Point d'autre lumière que celle de la lampe qu'on porte à la main, et sur le sol une boue glissante que mouille sans cesse l'eau qui filtre goutte à goutte, et parfois vous tombe froide sur le visage. 200 mètres à descendre, c'est long. Mais ce n'était pas tout. Il fallait, par les galeries, gagner les différents paliers et se rendre au lieu de travail. Or, le développement complet des galeries de la Truyère était de 35 à 40 kilomètres. Naturellement, on ne devait pas parcourir ces 40 kilomètres, mais quelquefois, cependant, la course était fatigante, car on marchait dans l'eau qui, filtrant par les fentes du roc, se réunit en ruisseau au milieu du chemin, et coule ainsi jusqu'à des puisards, où des machines d'épuisement la prennent pour la verser au dehors. Quand ces galeries traversaient des roches solides, elles étaient tout simplement des souterrains, mais quand elles traversaient des terrains ébouleux ou mouvants, elles étaient boisées au plafond, et des deux côtés avec des troncs de sapin travaillés à la hache, parce que les entailles faites à la scie amènent une prompte pourriture. Bien que ces troncs d'arbres fussent disposés de manière à résister aux poussées du terrain, souvent cette poussée était tellement forte que les bois se courbaient, et que les galeries se rétrécissaient ou s'affaissaient, au point qu'on ne pouvait plus y passer qu'en rampant.
Sur ces bois croissaient des champignons et des flocons légers et cotonneux, dont la blancheur de neige tranchait avec le noir du terrain. La fermentation des arbres dégageait une odeur d'essence, et sur les champignons, sur les plantes inconnues, sur la mousse blanche, on voyait des mouches, des araignées et des papillons, qui ne ressemblent pas aux individus de même espèce qu'on rencontre à l'air. Il y avait aussi des rats qui couraient partout et des chauves-souris cramponnées au boisage par leurs pieds, la tête en bas. Ces galeries se croisaient, et çà et là, comme à Paris, il y avait des places et des carrefours. Il y en avait de belles et de larges, comme les boulevards, d'étroites et de basses, comme les rues du quartier Saint-Michel. Seulement toute cette ville souterraine était beaucoup moins bien éclairée que les villes durant la nuit, car il n'y avait point de lanterne ou de bec de gaz, mais simplement les lampes que les mineurs portent avec eux. Si la lumière manquait souvent, le bruit disait toujours qu'on n'était pas dans le pays des morts. Dans les chantiers d'abattage, on entendait les détonations de la poudre, dont le courant d'air vous apportait l'odeur et la fumée. Dans les galeries, on entendait le roulement des wagons. Dans les puits, le frottement des cages d'extraction contre les guides, et par-dessus tout, le grondement de la machine à vapeur installée au second niveau. Mais où le spectacle était tout à fait curieux, c'était dans les remontées, c'est-à-dire dans les galeries tracées, dans la pente du filon. C'était là qu'il fallait voir les piqueurs travailler à moitié nus, à abattre le charbon, couchés sur le flanc ou accroupis sur les genoux. De ces remontées, la houille descendait dans les niveaux, d'où on la roulait jusqu'au puits d'extraction. C'était là l'aspect de la mine aux jours de travail, mais il y avait aussi les jours d'accident. 2 semaines après son arrivée à Vars, Alexis avait été témoin d'un de ces accidents, et en avait failli être victime. Une explosion de grisou. Le grisou est un gaz qui se forme naturellement dans les houillères et qui éclate aussitôt qu'il est en contact avec une flamme. Rien n'est plus terrible que cette explosion qui brûle et renverse tout sur son passage. On ne peut lui comparer que l'explosion d'une poudrière pleine de poudre. Aussitôt que la flamme d'une lampe ou d'une allumette est en contact avec le gaz, l'inflammation éclate instantanément dans toutes les galeries. Elle détruit tout dans la mine, même dans les puits d'extraction ou d'aérage, dont elle enlève les toitures. La température est quelquefois portée si haut que le charbon dans la mine se transforme en coke. Tout ce qu'Alexis me raconta surexcita vivement ma curiosité, qui était déjà grande en arrivant à Vars, de descendre dans la mine. Mais quand j'en parlais le lendemain à l'oncle Gaspard, il me répondit que c'était impossible, parce qu'on ne laissait pénétrer dans la mine que ceux qui y travaillent. Si tu veux te faire mineur, ajouta-t-il en riant, c'est facile, et alors tu pourras te satisfaire. Au reste, le métier n'est pas plus mauvais qu'un autre, et si tu as peur de la pluie et du tonnerre, c'est celui qui te convient. En tout cas, il vaut mieux que celui de chanteur de chansons sur les grands chemins. Tu resteras avec Alexis. Est-ce dit, garçon? On trouvera aussi à employer Mathia, mais pas à jouer du cornet à piston, par exemple. Ce n'était pas pour rester à Vars que j'y étais venu, et je m'étais imposé une autre tâche, un autre but que de pousser toute la journée une benne dans le 2e ou le 3e niveau de la Truyère. Il fallut donc renoncer à satisfaire ma curiosité, et je croyais que je partirais sans en savoir plus long que ne m'en avaient appris les récits d'Alexis, ou les réponses arrachées tant bien que mal à l'oncle Gaspard, quand par suite de circonstances dues au hasard, je fus à même d'apprendre dans toutes leurs horreurs, de sentir dans toutes leurs épouvantes les dangers auxquels sont quelquefois exposés les mineurs. 3. Rouleur. La veille du jour fixé pour mon départ, Alexis rentra avec la main droite fortement contusionnée par un gros bloc de charbon, sous lequel il avait eu la maladresse de la laisser prendre. Un doigt était à moitié écrasé, la main entière était meurtrie. Le médecin de la compagnie vint le visiter et le panser. Son état n'était pas grave, la main guérirait, le doigt aussi, mais il fallait du repos. L'oncle Gaspard avait pour caractère de prendre la vie comme elle venait, sans chagrin comme sans colère. Il n'y avait qu'une chose qui pouvait le faire se départir de sa bonhomie ordinaire, un empêchement à son travail. Quand il entendit dire qu'Alexis était condamné au repos pour plusieurs jours, il poussa les hauts cris. Qui roulerait sa benne pendant ces jours de repos? Il n'avait personne pour remplacer Alexis. Mais s'il s'agissait de le remplacer tout à fait, il trouverait bien quelqu'un, mais pendant quelques jours seulement, cela était en ce moment impossible. On manquait d'hommes, ou tout au moins d'enfants. Voyant cela et comprenant les raisons de sa désolation, d'autre part, sentant que c'était presque un devoir, en pareille circonstance, de payer à ma manière
l'hospitalité qui nous avait été donnée, je lui demandai si le métier de rouleur était difficile. « Rien n'est plus facile, il n'y a qu'à pousser un wagon qui roule sur des rails. Il est lourd ce wagon ? » ?»« Pas trop lourd, puisqu'Alexis le poussait bien. »« C'est juste alors, si Alexis le poussait bien, je pourrais le pousser aussi. Toi, garçon ?» Et il se mit à rire aux éclats, mais bientôt reprenant son sérieux. « Bien sûr que tu le pourrais, si tu le voulais. Je le veux, puisque cela peut vous servir. Tu es un bon garçon, et c'est dit. Demain, tu descendras avec moi dans la mine. C'est vrai que tu me rendras service, mais cela te sera peut-être utile à toi-même. Si tu prenais goût au métier, cela vaudrait mieux que de courir les grands chemins. Il n'y a pas de loup à craindre dans la mine. » Que ferait Mathia pendant que je serais dans la mine? Je ne pouvais pas le laisser à la charge de l'oncle Gaspard. Je lui demandai s'il ne voulait pas s'en aller tout seul avec Capi donner des représentations dans les environs, et il accepta tout de suite. « Je serais très content de te gagner tout seul de l'argent pour la vache, dit-il en riant. Il fut donc entendu que pendant que je descendrais le lendemain dans la mine, Mathia s'en irait donner des représentations musicales et dramatiques, de manière à augmenter notre fortune. Et Capi, à qui j'expliquai cet arrangement, parut le comprendre. Le lendemain matin, on me donna les vêtements de travail d'Alexis. Après avoir une dernière fois recommandé à Mathia et à Capi d'être bien sages dans leur expédition, je suivis l'oncle Gaspard. « Attention, dit-il en me remettant ma lampe, marche dans mes pas et en descendant les échelles, ne lâche jamais un échelon sans auparavant en bien tenir un autre. » Nous nous enfonçâmes dans la galerie, lui marchant le premier, moi sur ses talons. « Si tu glisses dans les escaliers, continua-t-il, ne te laisse pas aller, retiens-toi, le fond est loin et dur. » Je n'avais pas besoin de ces recommandations pour être ému, car ce n'est pas sans un certain trouble qu'on quitte la lumière pour entrer dans la nuit, la surface de la terre pour ses profondeurs. Je me retournai instinctivement en arrière, mais déjà nous avions pénétré assez avant dans la galerie, et le jour, au bout de ce long tube noir, n'était plus qu'un globe blanc, comme la lune dans un ciel sombre et sans étoiles. J'eus honte de ce mouvement machinal, qui n'eut que la durée d'un éclair, et je me remis bien vite à emboîter le pas. « L'escalier, dit-il bientôt. » Nous étions devant un trou noir, et dans sa profondeur insondable, pour mes yeux, je voyais des lumières se balancer, grandes à l'entrée, plus petites jusqu'à n'être plus que des points, à mesure qu'elles s'éloignaient. C'étaient les lampes des ouvriers, qui étaient entrés avant nous dans la mine. Le bruit de leur conversation, comme un sourd murmure, arrivait jusqu'à nous, porté par un air tiède, qui nous souillait au visage. Cet air avait une odeur que je respirais pour la première fois. C'était quelque chose comme un mélange d'éther et d'essence. Après l'escalier, les échelles. Après les échelles, un autre escalier. Nous voilà au premier niveau, dit-il. Nous étions dans une galerie en plein cintre, avec des murs droits. Ces murs étaient en maçonnerie. La voûte était un peu plus élevée que la hauteur d'un homme. Cependant, il y avait des endroits où il fallait se courber pour passer, soit que la voûte supérieure se fût abaissée, soit que le sol se fût soulevé. « C'est la poussée du terrain, me dit-il. Comme la montagne a été partout creusée et qu'il y a des vides, les terres veulent descendre, et quand elles pèsent trop, elles écrasent les galeries. » Sur le sol étaient des rails de chemin de fer, et le long de la galerie coulait un petit ruisseau. Ce ruisseau se réunit à d'autres qui, comme lui, reçoivent les eaux des infiltrations. Ils vont tous tomber dans un puisard. Cela fait 1000 ou 1200 mètres cubes d'eau que la machine doit jeter tous les jours dans la Divonne. Si elle s'arrêtait, la mine ne tarderait pas à être inondée. Au reste, en ce moment, nous sommes précisément sous la Divonne. Et comme j'avais fait un mouvement involontaire, il se mit à rire aux éclats. À 50 mètres de profondeur, il n'y a pas de danger qu'elle te tombe dans le cou. S'il se faisait un trou. Ah bien, oui, un trou. Les galeries passent et repassent 10 fois sous la rivière. Il y a des mines où les inondations sont à craindre, mais ce n'est pas ici. C'est assez du grisou et des éboulements des coups de mine. Lorsque nous fûmes arrivés sur le lieu de notre travail, l'oncle Gaspard me montra ce que je devais faire. Lorsque notre benne fut pleine de charbon, il la poussa avec moi pour m'apprendre à la conduire jusqu'au puits et à me garer sous les voies de garage, lorsque je rencontrerais d'autres rouleurs venant à ma rencontre. Il avait eu raison de le dire, ce n'était pas là un métier bien difficile, et en quelques heures, si je n'y devins pas habile, j'y devins au moins suffisant. Il me manquait l'adresse et l'habitude, sans laquelle on ne réussit jamais dans aucun métier, et j'étais obligé de les remplacer tant bien que mal par plus d'efforts, ce qui donnait pour résultat moins de travail utile et plus de fatigue. Heureusement, j'étais aguerri contre la fatigue par la vie que j'avais menée depuis plusieurs années, et surtout par mon voyage de 3 mois. Je ne me plaignis donc pas, et l'oncle Gaspard déclara que j'étais un bon garçon
qui ferait un jour un bon mineur. Mais si j'avais eu grande envie de descendre dans la mine, je n'avais aucune envie d'y rester. J'avais eu la curiosité, je n'avais pas de vocation. À côté du chantier de l'oncle Gaspard, j'avais pour voisin un rouleur, qui au lieu d'être un enfant comme moi, et comme les autres rouleurs, était au contraire un bonhomme à barbe blanche. Quand je parle de barbe blanche, il faut entendre qu'elle l'était le dimanche, le jour du grand lavage, car pendant la semaine elle commençait par être grise le lundi, pour devenir tout à fait noire le samedi. Enfin, il avait plus de 60 ans. Autrefois, au temps de sa jeunesse, il avait été boiseur, c'est-à-dire charpentier, chargé de peausser et d'entretenir les bois qui forment les galeries. Mais dans un éboulement, il avait eu 3 doigts écrasés, ce qui l'avait forcé de renoncer à son métier. La compagnie au service de laquelle il travaillait lui avait fait une petite pension, car cet accident lui était arrivé en sauvant 3 de ses camarades. Pendant quelques années, il avait vécu de cette pension. Puis la compagnie ayant fait faillite, il s'était trouvé sans ressources, sans état, et il était alors entré à la Truyère comme rouleur. On le nommait le magister, autrement dit le maître d'école, parce qu'il savait beaucoup de choses que les piqueurs et même les maîtres mineurs ne savent pas, et parce qu'il en parlait volontiers, tout fier de sa science. Pendant les heures des repas, nous fîmes connaissance, et bien vite il me prit en amitié. J'étais questionneur enragé, il était causeur, nous devînmes inséparables. Dans la mine où généralement on parle peu, on nous appela les bavards. Les récits d'Alexis ne m'avaient pas appris tout ce que je voulais savoir, et les réponses de l'oncle Gaspard ne m'avaient pas non plus satisfait, car lorsque je lui demandais « Qu'est-ce que le charbon de terre ?» il me répondait toujours « C'est du charbon qu'on trouve dans la terre ». Cette réponse de l'oncle Gaspard sur le charbon de terre et celle du même genre qu'il m'avait faite n'étaient point suffisantes pour moi, Vitalis m'ayant appris à me contenter moins facilement. Quand je posais la même question au magister, il me répondit tout autrement. Le charbon de terre, me dit-il, n'est rien autre que du charbon de bois. Au lieu de mettre dans nos cheminées des arbres de notre époque, que des hommes comme toi et moi ont transformés en charbon, nous y mettons des arbres poussés dans des forêts très anciennes, et qui ont été transformés en charbon par les forces de la nature, je veux dire par des incendies, des volcans, des tremblements de terre naturels. Et comme je le regardais avec étonnement, « Nous n'avons pas le temps de causer de cela aujourd'hui, dit-il. Il faut pousser la benne, mais c'est demain dimanche. Viens me voir, je t'expliquerai ça à la maison. J'ai là des morceaux de charbon et de roches que j'ai ramassés depuis 30 ans, et qui te feront comprendre par les yeux ce que tu entendras par les oreilles. Il m'appelle en riant le magister, mais le magister, tu le verras, est bon à quelque chose. La vie de l'homme n'est pas tout entière dans ses mains, elle est aussi dans sa tête. Comme toi et à ton âge, j'étais curieux. Je vivais dans la mine, j'ai voulu connaître ce que je voyais tous les jours. J'ai fait causer les ingénieurs quand ils voulaient bien me répondre, et j'ai lu. Après mon accident, j'avais du temps à moi. Je l'ai employé à apprendre. Quand on a des yeux pour regarder, et que sur ces yeux on pose des lunettes que vous donnent les livres, on finit par voir bien des choses. Maintenant, je n'ai pas grand temps pour lire, et je n'ai pas d'argent pour acheter des livres, mais j'ai encore des yeux, et je les tiens ouverts. Viens demain, je serai content de t'apprendre à regarder autour de toi. On ne sait pas ce qu'une parole qui tombe dans une oreille fertile peut faire germer. C'est pour avoir conduit dans les mines de Bessègues un grand savant nommé Brongniart, et l'avoir entendu parler pendant ses recherches, que l'idée m'est venue d'apprendre, et qu'aujourd'hui j'en sais un peu plus long que nos camarades. À demain. Le lendemain, j'annonçai à l'oncle Gaspard que j'allais voir le magister. Il vint au-devant de moi quand j'entrai, et d'une voix heureuse. « Je t'ai commandé une biroulade, dit-il, parce que si la jeunesse a des oreilles et des yeux, elle a aussi un gosier, de sorte que le meilleur moyen d'être de ses amis, c'est de satisfaire le tout en même temps. La biroulade est un festin de châtaignes rôties qu'on mouille de vin blanc, et qui est en grand honneur dans les Cévennes. Après la biroulade, continua le magister, nous causerons, et tout en causant, je te montrerai ma collection. » Il dit ce mot « ma collection » d'un ton qui justifiait le reproche que lui faisaient ses camarades, et jamais, assurément, conservateur d'un muséum, n'y mit plus de fierté. Au reste, cette collection paraissait très riche, au moins autant que j'en pouvais juger. Il occupait tout le logement, rangé sur des planches et des tables pour les petits échantillons, posés sur le sol pour les gros. Depuis 20 ans, il avait réuni tout ce qu'il avait trouvé de curieux dans ses travaux, et comme les mines du bassin de la Serre et de la Divonne sont riches en végétaux fossiles, il avait là des exemplaires rares qui eussent fait le bonheur d'un géologue et d'un naturaliste. Il avait au moins autant de hâte à parler que moi j'en avais à l'écouter.
Aussi la biroulade fut-elle promptement expédiée. Puisque tu as voulu savoir, me dit-il, ce que c'était que le charbon de terre, écoute, je vais te l'expliquer à peu près, et en peu de mots, pour que tu sois en état de regarder ma collection, qui te l'expliquera mieux que moi. Car bien qu'on m'appelle le magister, je ne suis pas un savant, il s'en faut de tout. La terre que nous habitons n'a pas toujours été ce qu'elle est maintenant. Elle a passé par plusieurs états, qui ont été modifiés par ce qu'on nomme les révolutions du globe. Il y a eu des époques où notre pays a été couvert de plantes, qui ne croissent maintenant que dans les pays chauds, ainsi les fougères en arbre. Puis il est venu une révolution, et cette végétation a été remplacée par une autre tout à fait différente, laquelle à son tour a été remplacée par une nouvelle, et ainsi de suite, toujours pendant des milliers, des millions d'années peut-être. C'est cette accumulation de plantes et d'arbres qui, en se décomposant et en superposant, a produit les couches de houille. Ne sois pas incrédule, je vais te montrer tout à l'heure dans ma collection quelques morceaux de charbon, et surtout une grande quantité de morceaux de pierre, pris au banc, que nous nommons le mur ou le toit, et qui portent tous les empreintes de ces plantes, qui se sont conservées là comme les plantes se conservent entre les feuilles de papier d'un herbier. La houille est donc formée, ainsi que je te le disais, par une accumulation de plantes et d'arbres. Ce n'est donc que du bois décomposé et comprimé. Comment s'est formée cette accumulation, vas-tu me demander? Cela c'est plus difficile à expliquer, et je crois même que les savants ne sont pas encore arrivés à l'expliquer très bien, puisqu'ils ne sont pas d'accord entre eux. Les uns croient que toutes ces plantes, charriées par les eaux, ont formé d'immenses radeaux sur les mers, qui sont venus s'échouer çà et là, poussés par les courants. D'autres disent que les bancs de charbon sont dus à l'accumulation paisible de végétaux, qui, se succédant les uns aux autres, ont été enfouis au lieu même où ils avaient poussé. Et là-dessus, les savants ont fait des calculs qui donnent le vertige à l'esprit. Ils ont trouvé qu'un hectare de bois en forêt, étant coupé et étant étendu sur la terre, ne donnait qu'une couche de bois ayant à peine 8 millimètres d'épaisseur. Transformée en houille, cette couche de bois ne donnerait que 2 millimètres. Or, il y a enfoui dans la terre des couches de houille qui sont 20 et 30 mètres d'épaisseur. Combien a-t-il fallu de temps pour que ces couches se forment? Tu comprends bien, n'est-ce pas, qu'une futaie ne pousse pas en un jour. Il lui faut environ une centaine d'années pour se développer. Pour former une couche de houille de 30 mètres d'épaisseur, il faut donc une succession de 5000 futaies poussant à la même place, c'est-à-dire 500 000 ans. C'est déjà un chiffre bien étonnant, n'est-ce pas? Cependant, il n'est pas exact, car les arbres ne se succèdent pas avec cette régularité. Ils mettent plus de 100 ans à pousser et à mourir, et quand une espèce remplace une autre, il faut une série de transformations et de révolutions pour que cette couche de plantes décomposées soit en état d'en nourrir une nouvelle. Tu vois donc que 500 000 années ne sont rien, et qu'il en faut sans doute beaucoup plus encore. Combien, je n'en sais rien, et ce n'est pas à un homme comme moi de le chercher. Tout ce que j'ai voulu, c'était te donner une idée de ce qu'est le charbon de terre, afin que tu sois en état de regarder ma collection. Maintenant, allons la voir. La visite dura jusqu'à la nuit, car à chaque morceau de pierre, à chaque empreinte de plante, le magister recommença ses explications, si bien qu'à la fin je commençai à comprendre à peu près ce qui tout d'abord m'avait si fort étonné. 4. L'inondation. Le lendemain matin, nous nous retrouvâmes dans la mine. Eh bien, dit l'oncle Gaspard, as-tu été content du garçon, magister? Mais oui, il a des oreilles, et j'espère que bientôt il aura des yeux. En attendant qu'il ait aujourd'hui des bras, dit l'oncle Gaspard. Et il me remit un coin pour l'aider à détacher un morceau de houille qu'il avait entamé par-dessous, car les piqueurs se font aider par les rouleurs. Comme je venais de rouler ma benne au puits Sainte-Alphonsine pour la 3e fois, j'entendis du côté du puits un bruit formidable, un grondement épouvantable, tel que je n'avais jamais rien entendu de pareil depuis que je travaillais dans la mine. Était-ce un éboulement, un effondrement général? J'écoutais. Le tapage continuait en se répercutant de tous côtés. Qu'est-ce que cela voulait dire? Mon premier sentiment fut l'épouvante, et je pensais à me sauver en gagnant les échelles. Mais on s'était déjà moqué de moi si souvent pour mes frayeurs que la honte me fit rester. C'était une explosion de mine, une benne qui tombait dans le puits, peut-être tout simplement des remblais qui descendaient par les couloirs. Tout à coup un peloton de rats me passa entre les jambes en courant, comme un escadron de cavalerie qui se sauve. Puis il me sembla entendre un frôlement étrange contre le sol et les parois de la galerie avec un clapotement d'eau. L'endroit où je m'étais arrêté étant parfaitement sec, ce bruit était inexplicable. Je pris ma lampe pour regarder et l'abaissai sur le sol. C'était bien de l'eau.
Elle venait du côté du puits, remontant la galerie. Ce bruit formidable, ce grondement, était donc produit par une chute d'eau qui se précipitait dans la mine. Abandonnant ma benne sur les rails, je courus au chantier. Je n'avais pas fait 10 pas que j'aperçus le magister, qui descendait aussi dans la galerie, pour se rendre compte du bruit qui l'avait frappé. « L'eau dans la mine !» cria l'oncle Gaspard. « La Divonne a fait un trou, dis-je. »« Es-tu bête? Sauve-toi !» cria le magister. Le niveau de l'eau s'était rapidement élevé dans la galerie. Elle montait maintenant jusqu'à nos genoux, ce qui ralentissait notre course. Le magister se mit à courir avec nous, et tous trois nous crions en passant devant les chantiers. « Sauvez-vous, l'eau est dans la mine !» Le niveau de l'eau s'élevait avec une rapidité furieuse. Heureusement, nous n'étions pas très éloignés des échelles, sans quoi nous n'aurions jamais pu les atteindre. Jamais les 40 mètres qui séparent le deuxième niveau du premier ne furent franchis avec pareille rapidité. Mais avant d'arriver au dernier échelon, un flot d'eau nous tomba sur la tête et noya nos lampes. C'était une cascade. « Nous sommes perdus, » dit le magister d'une voix presque calme. « Fais ta prière, Rémi. » Mais au même instant, dans la galerie, parurent 7 ou 8 lampes, qui accouraient vers nous. L'eau nous arrivait déjà aux genoux. Sans nous baisser, nous la touchions de la main. Ce n'était pas une eau tranquille, mais un torrent, un tourbillon, qui entraînait tout sur son passage et faisait tournoyer des pièces de bois comme des plumes. Le même mot, qui avait échappé au magister, aux hommes qui accouraient vers nous, échappa aussi. « Nous sommes perdus !» Ils étaient arrivés jusqu'à nous. « Il faut nous jeter dans une remontée, » dit le magister. « Et après, la remontée ne conduit nulle part. » Se jeter dans la remontée, c'était prendre en effet un cul-de-sac, mais nous n'étions pas en position d'attendre et de choisir. Il fallait ou prendre la remontée, et avoir ainsi quelques minutes devant soi, c'est-à-dire l'espérance de se sauver, ou continuer la galerie avec la certitude d'être englouti, submergé avant quelques secondes. Le magister à notre tête, nous nous engageâmes donc dans la remontée. 2 de nos camarades voulurent pousser dans la galerie, et cela nous ne les revîmes jamais. Alors, reprenant conscience de la vie, nous entendîmes un bruit qui assourdissait nos oreilles depuis que nous avions commencé à fuir, et que cependant nous n'avions pas encore entendu. Des éboulements, des tourbillonnements et des chutes d'eau, des éclats, des boisages, des explosions d'air comprimé. C'était dans toute la mine un vacarme épouvantable qui nous anéantit. Depuis que nous étions dans la remontée, le magister n'avait pas parlé, car son âme était au-dessus des plaintes inutiles. « Les enfants, dit-il, il ne faut pas vous fatiguer. Si nous restons ainsi cramponnés des pieds et des mains, nous ne tarderons pas à nous les épuiser. Il faut nous creuser des points d'appui dans le schiste. » Le conseil était juste, mais difficile à exécuter, car personne n'avait emporté un pic. Tous nous avions nos lampes, aucun de nous n'avait un pic, aucun de nous n'avait un outil. « Avec les crochets de nos lampes, continua le magister, et chacun se mit à entamer le sol avec le crochet de sa lampe. La besogne était malaisée, la remontée étant très inclinée et glissante. Mais quand on sait que si l'on glisse, on trouvera la mort au bas de la glissade, cela donne des forces et de l'adresse. En moins de quelques minutes, nous eûmes tous creusé un trou de manière à y poser notre pied. Cela fait, on respira un peu, et l'on se reconnut. Nous étions 7, le magister, moi près de lui, l'oncle Gaspard, 3 piqueurs nommés Pagès, Compérou et Bergouillou, et un rouleur, Carrerie. Les autres ouvriers avaient disparu dans la galerie. Les bruits de la mine continuaient avec la même violence. Il n'y a pas de mots pour rendre l'intensité de cet horrible tapage. Les détonations du canon se mêlant au tonnerre, il y a des éboulements, n'en eussent pas produit un plus formidable. Effarés, affolés d'épouvante, nous nous regardions, cherchant dans les yeux de notre voisin des explications que notre esprit ne nous donnait pas. Pour dominer le vacarme, nous parlions à pleine voix, et cependant notre voix était sourde. « Parle un peu, me dit le magister. Que voulez-vous que je vous dise? Ce que tu voudras, parle seulement, dis les premiers mots venus. » Je prononçai quelques paroles. « Bon, plus doucement maintenant, c'est cela, bien. Perds-tu la tête, et magister, dit Pagès? Deviens-tu fou de peur? Crois-tu que tu es mort? Je crois que l'eau ne nous gagnera pas ici, et que, si nous mourrons, au moins nous ne serons pas noyés. Ça veut dire, magister? Regarde ta lampe. Eh bien, elle brûle? Comme d'habitude? Non, la flamme est plus vive, mais courte. Non, dit le magister, cela non plus n'est pas à craindre, pas plus de danger par le grisou que par l'eau, qui maintenant ne montera pas d'un pied. Ne fais donc pas le sorcier. Je ne fais pas le sorcier, nous sommes dans une cloche d'air, et c'est l'air comprimé qui empêche l'eau de monter. La remontée fermée à son extrémité fait pour nous ce que fait la cloche à plongeur.
L'air refoulé par les eaux s'est amoncelé dans cette galerie, et maintenant il résiste à l'eau et la refoule. Nous sommes donc sauvés des carreries. Sauvés? Je n'ai pas dit ça. Nous ne serons pas noyés, voilà ce que je vous promets. Ce qui nous sauve, c'est que la remontée étant fermée, l'air ne peut pas s'échapper. Mais c'est précisément ce qui nous sauve, qui nous perd en même temps. L'air ne peut pas sortir, il est emprisonné. Mais nous aussi nous sommes emprisonnés, nous ne pouvons pas sortir. Quand l'eau va baisser... Va-t-elle baisser? Je n'en sais rien. Pour savoir ça, il faudrait savoir comment elle est venue. Et qui est-ce qui peut le dire? Puisque tu dis que c'est une inondation, il n'y a qu'à attendre, dit le magister. Mais nous allons mourir de faim. La faim, on peut lui résister. J'ai lu que des ouvriers surpris comme nous par les eaux dans une mine étaient restés 24 jours sans manger. Il y a bien des années de cela, c'était du temps des guerres de religion. Mais ce serait hier, ce serait la même chose. Non, ce n'est pas la faim qui me fait peur. Qu'est-ce qui te tourmente, puisque tu dis que les eaux ne peuvent pas monter? Combien de temps pouvons-nous vivre dans ces terres? Je n'en sais rien. Si j'étais un savant au lieu d'être un ignorant, je vous le dirais, tandis que je ne le sais pas. Nous sommes à une quarantaine de mètres sous terre, et probablement nous avons 35 ou 40 mètres d'eau au-dessous de nous. Cela veut dire que l'air subit une pression de 4 ou 5 atmosphères. Comment vit-on dans ces terres comprimées? Voilà ce qu'il faudrait savoir, et ce que nous allons apprendre à nos dépens peut-être. Le magister ne perdait pas la conscience de notre situation désespérée, et quoiqu'il la vît nettement dans toute son horreur, il ne pensait qu'aux moyens à prendre pour organiser notre défense. Maintenant, dit-il, il s'agit de nous arranger pour rester ici sans danger de rouler à l'eau. Mais avis que le mieux est de nous creuser des paliers comme dans un escalier. Nous sommes 7, sur 2 paliers, nous pouvons tenir tous. 4 se placeront sur le premier, 3 sur le second. Avec quoi creuser? Nous n'avons pas de pic. Avec nos crochets de lampe dans le poussier, avec nos couteaux dans les parties dures. Jamais nous ne pourrons. Ne dis donc pas cela, pagès. Dans notre situation, on peut tout pour sauver sa vie. Si le sommeil prenait l'un de nous, comme nous sommes en ce moment, celui-là serait perdu. Par son sang-froid et sa décision, le magister avait pris sur nous une autorité, qui d'instant en instant devenait plus puissante. C'est là ce qu'il y a de grand et de beau dans le courage, il s'impose. D'instinct, nous sentions que sa force morale luttait contre la catastrophe, qui avait anéanti la nôtre, et nous attendions notre secours de cette force. Il était évident que le creusement de ces 2 paliers était la première chose à faire. Il fallait nous établir, sinon commodément, du moins de manière à ne pas rouler dans le gouffre qui était à nos pieds. 4 lampes étaient allumées, elles donnaient assez de clarté pour nous guider. Alors on se mit au travail. Tous nous avions des couteaux dans nos poches, de bons couteaux, le manche solide, la lame résistante. 3 entameront la remontée, dit le magister, les 3 plus forts. Et les plus faibles, Rémy, Carrerie, Pagès et moi, nous rangerons les déblais. Le travail que nous avions à faire eût été des plus simples si nous avions eu des outils, mais avec des couteaux il était difficile et ne pouvait être que long. Il fallait en effet établir 2 paliers en les creusant dans le schiste, et afin de ne pas être exposés à dévaler sur la pente de la remontée, il fallait que ces paliers fussent assez larges pour donner de la place à 4 d'entre nous, sur l'un et à 3 sur l'autre. Ce fut pour obtenir ce résultat que ces travaux furent entrepris. 2 hommes creusaient le sol dans chaque chantier, et le 3e faisait descendre les morceaux de schiste. Le magister, une lampe à la main, allait de l'un à l'autre chantier. En creusant, on trouva dans la poussière quelques morceaux de boisage, qui avaient été ensevelis là, et qui furent très utiles pour retenir nos déblais et les empêcher de rouler jusqu'en bas. Après 3 heures de travail sans repos, nous avions creusé une planche sur laquelle nous pouvions nous asseoir. « Assez pour le moment, commanda le magister. Plus tard, nous élargirons la planche de manière à pouvoir nous coucher. Il ne faut pas user inutilement nos forces, nous en aurons besoin. » On s'installa, le magister, l'oncle Gaspard, Carrerie et moi, sur le palier inférieur, les 3 piqueurs sur le plus élevé. « Il faut ménager nos lampes, dit le magister, qu'on les éteigne donc, et qu'on n'en laisse brûler qu'une. » Les ordres étaient exécutés au moment même où ils étaient transmis. On allait donc éteindre les lampes inutiles, lorsque le magister fit un signe pour qu'on s'arrêtât. « 1 minute, dit-il, un courant d'air peut éteindre notre lampe. Ce n'est guère probable, cependant il faut compter sur l'impossible. Qui est-ce qui a des allumettes pour la rallumer? Bien qu'il soit sévèrement défendu d'allumer du feu dans la mine, presque tous les ouvriers ont des allumettes dans leur poche. Aussi, comme il n'y avait pas là d'ingénieur pour constater l'infraction au règlement, à la demande qui a des allumettes, 4 voix répondirent « Moi ».
Moi aussi j'en ai, continua le magister, mais elles sont mouillées. C'était le cas des autres, car chacun avait des allumettes dans son pantalon, et nous avions trempé dans l'eau jusqu'à la poitrine ou jusqu'aux épaules. Carrory, qui avait la compréhension lente et la parole plus lente encore, répondit enfin. Moi aussi j'ai des allumettes. Mouillées? Je ne sais pas, elles sont dans mon bonnet. Alors passe ton bonnet. Au lieu de passer son bonnet, comme on le lui demandait, un bonnet de lourd, qui était gros comme un turban de turc de foire, Carrory nous passa une boîte d'allumettes. Grâce à la position qu'elles avaient occupée pendant notre immersion, elles avaient échappé à la noyade. Maintenant soufflez les lampes, commanda le magister. Une seule lampe resta allumée, qui éclaira à peine notre cage. 5. Dans la remontée. Le silence s'était fait dans la mine. Aucun bruit ne parvenait plus jusqu'à nous. À nos pieds, l'eau était immobile, sans une ride ou un murmure. La mine était pleine, comme l'avait dit le magister, et l'eau, après avoir envahi toutes les galeries depuis le plancher jusqu'au toit, nous murait dans notre prison plus solidement, plus hermétiquement qu'un mur de pierre. Ce silence lourd, impénétrable, ce silence de mort était plus effrayant, plus stupéfiant que ne l'avait été l'effroyable vacarme que nous avions entendu au moment de l'irruption des eaux. Nous étions au tombeau, enterrés vifs, et 30 ou 40 mètres de terre pesaient sur nos cœurs. Le travail occupe et distrait, le repos nous donna la sensation de notre situation, et chez nous, même chez le magister, il y eut un moment d'anéantissement. J'avais peur de l'eau, peur de l'ombre, peur de la mort. Le silence m'anéantissait. Les parois incertaines de la remontée m'écrasaient, comme si de tout leur poids elles m'eussent pesé sur le corps. Je ne verrais donc plus Lise, ni Étiennette, ni Alexis, ni Benjamin, qui les rattacherait les uns aux autres après moi. Je ne verrais donc plus Arthur, ni Madame Milligan, ni Mathia, ni Capi. Pourront-on jamais faire comprendre à Lise que j'étais mort pour elle, et mère Barberin, pauvre mère Barberin? Mes pensées s'enchaînaient ainsi, toutes plus lugubres les unes que les autres, et quand je regardais mes camarades pour me distraire, et que je les voyais tout aussi accablés, tout aussi anéantis que moi, je revenais à mes réflexions, plus tristes et plus sombres encore. Eux, cependant, ils étaient habitués à la vie de la mine, et par là ils ne souffraient pas du manque d'air, de soleil, de liberté. La terre ne pesait pas sur eux. Tout à coup, au milieu du silence, la voix de l'oncle Gaspard s'éleva. « Mais Avis, dit-il, qu'on ne travaille pas encore à notre sauvetage. Pourquoi penses-tu ça? Nous n'entendons rien. Toute la ville est détruite. C'était un tremblement de terre. Ou bien dans la ville on croit que nous sommes tous perdus et qu'il n'y a rien à faire pour nous. Alors, nous sommes donc abandonnés? Pourquoi pensez-vous cela de vos camarades? Interrompit le magister. Ce n'est pas juste de les accuser. Vous savez bien que quand il y a des accidents, les mineurs ne s'abandonnent pas les uns les autres, et que 20 hommes, 100 hommes se feraient plutôt tuer que de laisser un camarade sans secours. Vous savez cela, hein? Il dit cela d'un ton énergique qui devait convaincre les plus incrédules et les plus effrayés. Cependant Bergougnou répliqua. « Et si l'on nous croit tous morts? On travaille tout de même, mais si tu as peur de cela, prouvons-leur que nous sommes vivants. Frappons contre la paroi aussi fort que nous pourrons. Vous savez comme le son se transmet à travers la terre. Si l'on nous entend, on saura qu'il faut se hâter, et notre bruit servira à diriger les recherches. » Sans attendre davantage, Bergougnou, qui était chaussé de grosses bottes, se mit à frapper avec force comme pour le rappel des mineurs. Et ce bruit, l'idée surtout qu'il éveillait en nous, nous tira de notre engourdissement. Allait-on nous entendre? Allait-on nous répondre? Voyons, magister, dit l'oncle Gaspard, si l'on nous entend, qu'est-ce qu'on va faire pour venir à notre secours? Il n'y a que deux moyens, et je suis sûr que les ingénieurs vont les employer tous deux. Percer des descentes pour venir à la rencontre de notre remontée et épuiser l'eau. Oh, percer des descentes? Ah, épuiser l'eau? Ces deux interruptions ne déroutèrent pas le magister. Nous sommes à 40 mètres de profondeur, n'est-ce pas? En perçant 6 ou 8 mètres par jour, c'est 7 ou 8 jours pour arriver jusqu'à nous. On ne peut pas percer 6 mètres par jour. En travail ordinaire, non, mais pour sauver des camarades, on peut bien des choses. Jamais nous ne pourrions vivre 8 jours, pensez donc, magister, 8 jours? 8 jours, le magister nous avait parlé d'ouvriers, qui étaient restés engloutis 24 jours. Mais c'était un récit, et nous, c'était la réalité. Lorsque cette idée se fut emparée de mon esprit, je n'entendis plus un seul mot de la conversation. 8 jours. Je ne sais depuis combien de temps j'étais accablé sous cette idée, lorsque la discussion s'arrêta. Écoutez donc, dit Carrory, qui, précisément par cela, qu'il était assez près de la brute, avait les facultés de l'animal plus développées que nous tous. Quoi donc? On entend quelque chose dans l'eau. Tu auras fait rouler une pierre. Non, c'est un bruit sourd. Nous écoutâmes.
J'avais l'oreille fine, mais pour les bruits de la vie et de la terre, je n'entendis rien. Mes camarades, qui, eux, avaient l'habitude des bruits de la mine, furent plus heureux que moi. « Oui, dit le magister, il se passe quelque chose dans l'eau. »« Quoi, magister ? » ?»« Je ne sais pas. »« L'eau qui tombe ? » ?»« Non, le bruit n'est pas continuel, il est par secousses et régulier. »« Par secousses et régulier, nous sommes sauvés, enfants. C'est le bruit des bennes d'épuisement dans les puits. »« Les bennes d'épuisement ?» Tous en même temps, d'une même voix, nous répétâmes ces deux mots, et comme si nous avions été touchés par une commotion électrique, nous nous levâmes. Nous n'étions plus qu'à 40 mètres sous terre, l'air n'était plus comprimé, les parois de la remontée ne nous pressaient plus, nos bourdonnements d'oreilles avaient cessé, nous respirions librement, nos cœurs battaient dans nos poitrines. Avant de revoir la chaude lumière du soleil, avant d'entendre le bruit du vent dans les feuilles, nous devions rester là pendant de longues et cruelles journées, souffrant toutes les souffrances, nous demandant avec angoisse si jamais nous verrions cette lumière, et si jamais il nous serait donné d'entendre cette douce musique. Mais pour vous raconter cette effroyable catastrophe des mines de la Truyère, telle qu'elle a eu lieu, je dois vous dire maintenant comment elle s'était produite, et quels moyens les ingénieurs employaient pour nous sauver. Lorsque nous étions descendus dans la mine, le lundi matin, le ciel était couvert de nuages sombres et tout annonçait un orage. Vers 7 heures, cet orage avait éclaté, accompagné d'un véritable déluge. Les nuages qui traînaient bas s'étaient engagés dans la vallée tortueuse de la Divonne, et pris dans ce cirque de collines, ils n'avaient pas pu s'élever au-dessus. Tout ce qu'ils renfermaient de pluie, ils l'avaient versé sur la vallée. Ce n'était pas une averse, c'était une cataracte, un déluge. En quelques minutes, les eaux de la Divonne et des affluents avaient gonflé, ce qui se comprend facilement, car sur un sol de pierre, l'eau n'est pas absorbée, mais suivant la pente du terrain, elle roule jusqu'à la rivière. Subitement, les eaux de la Divonne coulèrent à plein bord dans son lit escarpé, et celles des torrents de Saint-Andéol et de la Truyère débordèrent. Refoulées par la crue de la Divonne, les eaux du ravin de la Truyère ne trouvèrent pas à s'écouler, et alors elles s'épanchèrent sur le terrain qui recouvre les mines. Ce débordement s'était fait d'une façon presque instantanée. Mais les ouvriers du dehors, occupés au lavage du minerai, forcés par l'orage de se mettre à l'abri, n'avaient couru aucun danger. Ce n'était pas la première fois qu'une inondation arrivait à la Truyère, et comme les ouvertures des 3 puits étaient à des hauteurs où les eaux ne pouvaient pas monter, on n'avait d'autre inquiétude que de préserver les amas de bois, qui se trouvaient préparés pour servir au boisage des galeries. C'était à ce soin que s'occupait l'ingénieur de la mine, lorsque tout à coup il vit les eaux tourbillonner et se précipiter dans un gouffre qu'elles venaient de se creuser. Ce gouffre se trouvait sur l'affleurement d'une couche de charbon. Il n'a pas besoin de longues réflexions pour comprendre ce qui vient de se passer. Les eaux se sont précipitées dans la mine, et le plan de la couche leur sert de lit. Elle baisse au dehors, la mine va être inondée, elle va se remplir, les ouvriers vont être noyés. Il court au puits, Saint-Julien, et donne des ordres pour qu'on le descende. Mais prêt à mettre le pied dans la benne, il s'arrête. On entend dans l'intérieur de la mine un tapage épouvantable. C'est le torrent des eaux. « Ne descendez pas, disent les hommes qui l'entourent en voulant le retenir. » Mais il se dégage de leur étreinte et prenant sa montre dans son gilet. « Tiens, dit-il en la remettant à l'un de ces hommes, tu donneras ma montre à ma fille si je ne reviens pas. » Puis s'adressant à ceux qui dirigent la manœuvre des bennes. « Descendez, dit-il. » La benne descend. Alors, levant la tête vers celui auquel il a remis sa montre, « Tu lui diras que son père l'embrasse. » La benne est descendue. L'ingénieur appelle. 5 mineurs arrivent. Il les fait monter dans la benne. Pendant qu'ils sont enlevés, ils poussent de nouveaux cris, mais inutilement. Ces cris sont couverts par le bruit des eaux et des effondrements. Cependant les eaux arrivent dans la galerie, et à ce moment l'ingénieur aperçoit des lampes. Il court vers elles. Ayant de l'eau jusqu'aux genoux, il ramène 3 hommes encore. La benne est redescendue. Il les fait placer dedans, et veut retourner au-devant des lumières qu'il aperçoit. Mais les hommes qu'il a sauvés l'enlèvent de force, et le tirent avec eux dans la benne, en faisant le signal de remonter. Il est temps, les eaux ont tout envahi. Ce moyen de sauvetage est impossible, il faut recourir à un autre. Mais lequel? Autour de lui, il n'a presque personne. 150 ouvriers sont descendus. Puisque 150 hommes ont été distribués le matin, 30 lampes seulement ont été rapportées à la lampisterie. C'est 120 hommes qui sont restés dans la mine. Sont-ils morts? Sont-ils vivants? Ont-ils pu trouver un refuge? Ces questions se posent avec une horrible angoisse dans son esprit épouvanté. Au moment où l'ingénieur constate que 120 hommes sont enfermés dans la mine, des explosions ont lieu au dehors à différents endroits. Des terres, des pierres sont lancées à une grande hauteur. Les maisons tremblent comme si elles étaient secouées par un tremblement de terre.
Ce phénomène s'explique par l'ingénieur. Les gaz et l'air, refoulés par les eaux, se sont comprimés dans les remontées sans issue, et là où la charge de terre est trop faible, au-dessus des affleurements, ils font éclater l'écorce de la terre, comme les parois d'une chaudière. La mine est pleine, la catastrophe est consommée. Et le travail de sauvetage commence. Trouvera-t-on un seul survivant parmi ces 120 hommes? Le doute est puissant, l'espérance est faible. Mais peu importe, en avant. Des bennes d'épuisement sont installées dans les 3 puits, et elles ne s'arrêteront plus ni jour ni nuit, jusqu'au moment où la dernière goutte d'eau sera versée dans la Divonne. En même temps, on commence à creuser des galeries. Où va-t-on? On le sait trop, un peu au hasard, mais on va. Il y eut divergence dans le conseil des ingénieurs sur l'utilité de ces galeries qu'on doit diriger à l'aventure, dans l'incertitude où l'on est sur la position des ouvriers encore vivants. Mais l'ingénieur de la mine espère que des hommes auront pu se réfugier dans les vieux travaux, où l'inondation n'aura pas pu les atteindre, et il veut qu'un percement direct à partir du jour soit conduit vers ces vieux travaux. Ne dut-on sauver personne? Ce percement est mené sur une largeur aussi étroite que possible, afin de perdre moins de temps, et un seul piqueur est à l'avancement. Le charbon qu'il abat est enlevé au fur et à mesure, dans des corbeilles qu'on se passe en faisant la chaîne. Aussitôt que le piqueur est fatigué, il est remplacé par un autre. Ainsi, sans repos et sans relâche, le jour comme la nuit, se poursuivent simultanément ces doubles travaux, l'épuisement et le percement. Si le temps est long pour ceux qui du dehors travaillent à notre délivrance, combien plus long encore l'est-il pour nous, impuissants et prisonniers, qui n'avons qu'à attendre sans savoir si l'on arrivera à nous assez tôt pour nous sauver. Le bruit des bennes d'épuisement ne nous maintint pas longtemps dans la fièvre de joie qu'il nous avait tout d'abord donnée. La réaction se fit avec la réflexion. Nous n'étions pas abandonnés, on s'occupait de notre sauvetage, c'était là l'espérance. L'épuisement se ferait-il assez vite? C'était là l'angoisse. Aux tourments de l'esprit se joignaient d'ailleurs maintenant les tourments du corps. La position dans laquelle nous étions obligés de nous tenir sur notre palier était des plus fatigantes. Nous ne pouvions plus faire de mouvements pour nous dégourdir, et nos douleurs de tête étaient devenues vives et gênantes. S'il nous est défendu de manger, il nous est permis de boire, dit Compérou. Pour ça, tant que tu voudras, nous avons l'eau à discrétion. Épuise la galerie. Pagès voulut descendre, mais le magister ne le permit pas. Tu ferais ébouler un des blés. Rémi est le plus léger et plus adroit. Il descendra et nous passera l'eau. Dans quoi? Dans ma botte. On me donna une botte que je me préparais à me laisser glisser jusqu'à l'eau. Attends un peu, dit le magister, que je te donne la main. N'ayez pas peur, quand je tomberai, cela ne ferait rien. Je sais nager. Je veux te donner la main. Au moment où le magister se penchait, il partit en avant, et soit qu'il eût mal calculé son mouvement, soit que son cœur fût engourdi par l'inaction, soit enfin que le charbon eût manqué sous son poids, il glissa sur la pente de la remontée, et s'engouffra dans l'eau sombre, la tête la première. La lampe qu'il tenait pour m'éclairer roula après lui et disparut aussi. Instantanément nous fûmes plongés dans la nuit noire, et un cri s'échappa de toutes nos poitrines en même temps. Par bonheur, j'étais déjà en position de descendre. Je me laissai aller sur le dos, et j'arrivai dans l'eau une seconde à peine après le magister. Dans mes voyages avec Vitalis, j'avais appris assez à nager et à plonger, pour me trouver aussi bien à mon aise dans l'eau que sur la terre ferme. Mais comment se diriger dans ce trou sombre? Je n'avais pas pensé à cela quand je m'étais laissé glisser. Je n'avais pensé qu'au magister qui allait se noyer, et avec l'instinct du Terre-Neuve, je m'étais jeté à l'eau. Où chercher, de quel côté étendre le bras? Comment plonger? C'était ce que je me demandais, quand je me sentis saisir à l'épaule par une main crispée, et je fus entraîné sous l'eau. Un bon coup de pied me fit remonter à la surface. La main ne m'avait pas lâché. Tenez-moi bien, magister, et appuyez en levant la tête. Vous êtes sauvé. Sauvé? Nous ne l'étions ni l'un ni l'autre, car je ne savais de quel côté nager. Une idée me vint. Parlez donc, vous autres, m'écriai-je. Où es-tu, Rémi? C'était la voix de l'oncle Gaspard. Elle m'indiqua ma direction. Il fallait se diriger sur la gauche. Allumer une lampe. Presque aussitôt une flamme parut. Je n'avais que le bras à allonger pour toucher le bord. Je me cramponnai d'une main à un morceau de charbon, et j'attirai le magister. Pour lui, il était grand temps, car il avait bu, et la suffocation commençait déjà. Je lui maintins la tête hors de l'eau, et il revint bien vite à lui. L'oncle Gaspard et Carrory, penchés en avant, tendaient vers nous leurs bras, tandis que Pagès, descendu de son palier sur le nôtre, nous éclairait. Le magister, pris d'une main par l'oncle Gaspard, de l'autre par Carrory, fut hissé jusqu'au palier, pendant que je le poussais par derrière. Puis, quand il fut arrivé, je remontai à mon tour. Déjà, il avait retrouvé sa pleine connaissance. «
Viens ici, me dit-il, que je t'embrasse. Tu m'as sauvé la vie. Vous avez déjà sauvé la nôtre. Après cet incident désagréable qui nous avait un moment secoués, l'anéantissement nous reprit bientôt, et avec lui les idées de mort. Sans doute ces idées pesaient plus lourdement sur mes camarades que sur moi, car tandis qu'ils restaient éveillés, dans un anéantissement stupide, je finis par m'endormir. Mais la place n'était pas favorable, et j'étais exposé à rouler dans l'eau. Alors le magister, voyant le danger que je courais, me prit la tête sous son bras. Il ne me tenait pas serré bien fort, mais assez pour m'empêcher de tomber, et j'étais là comme un enfant sur les genoux de sa mère. C'était non seulement un homme à la tête solide, mais encore un bon cœur. Quand je m'éveillais à moitié, il changeait seulement de position, son bras engourdi. Puis aussitôt il reprenait son immobilité, et à mi-voix il me disait « Dors garçon, n'aie pas peur, je te tiens. Dors petit. » Et je me rendormais sans avoir peur, car je sentais bien qu'il ne me lâcherait pas. Le temps s'écoulait et toujours régulièrement nous entendions les bennes plonger dans l'eau. 6. Sauvetage. Notre position était devenue insupportable sur notre palier trop étroit. Il fut décidé qu'on élargirait ce palier, et chacun se mit à la besogne. À coups de couteau, on recommença à fouiller dans le charbon et à faire descendre les déblais. Comme nous avions maintenant un point d'appui solide sous les pieds, ce travail fut plus facile, et l'on arriva à entamer la veine pour agrandir notre prison. Ce fut un grand soulagement quand nous pûmes nous étendre de tout notre long sans rester assis, les jambes ballantes. On en vint à ne plus parler pour ainsi dire, et autant nous avions été loquaces au commencement de notre captivité, autant nous fûmes silencieux quand elle se prolongea. Les deux seuls sujets de nos conversations roulaient éternellement sur les deux mêmes questions. Quels moyens on employait pour venir à nous, et depuis combien de temps nous étions emprisonnés? Mais ces conversations n'avaient plus l'ardeur des premiers moments. Si l'un de nous disait un mot, souvent ce mot n'était pas relevé, ou lorsqu'il l'était, c'était simplement quelques paroles brèves. On pouvait varier du jour à la nuit, du blanc au noir, sans pour cela susciter la colère ou la simple contradiction. C'est bon, on verra. Étions-nous ensevelis depuis 2 jours ou depuis 6? On verrait quand le moment de la délivrance serait venu. Mais ce moment viendrait-il? Pour moi, je commençais à en douter fortement. Au reste, je n'étais pas le seul, et parfois il échappait à mes camarades des observations qui prouvaient que le doute les envahissait aussi. Ce qui me console si je reste ici, dit Bergougnoux, c'est que la compagnie fera une rente à ma femme et à mes enfants. Au moins ils ne seront pas à la charité. Assurément, le magister s'était dit qu'il entrait dans ses fonctions de chef, non seulement de nous défendre contre les accidents de la catastrophe, mais encore de nous protéger contre nous-mêmes. Aussi, quand l'un de nous paraissait s'abandonner, intervenait-il aussitôt par une parole réconfortante. « Tu ne resteras pas plus que nous ici, les bennes fonctionnent, l'eau baisse. Où baisse-t-elle? Dans les puits. Et dans la galerie, ça viendra, il faut attendre. » Dites donc, Bergougnoux interrompit Carrory avec l'à-propos et la promptitude qui caractérisait toutes ses observations. Si la compagnie fait faillite comme celle du magister, c'est votre femme qui sera volée. Veux-tu te taire, imbécile, la compagnie est riche. Elle est riche? Elle était riche quand elle avait la mine, mais maintenant que la mine est sous l'eau... À l'exception du magister qui cachait ses sentiments, et de Carrory qui ne sentait pas grand-chose, nous ne parlions plus de délivrance, et c'étaient toujours les mots de mort et d'abandon qui du cœur nous montaient aux lèvres. Tu as beau dire, magister, les bennes ne tireront jamais assez d'eau. Je vous ai pourtant déjà fait le calcul plus de 20 fois. Un peu de patience. Si tout ne marcha pas bien vite, et comme l'espérait Pagès, ce ne fut pas la faute des ingénieurs et des ouvriers qui travaillaient à notre sauvetage. La descente qu'on avait commencé à creuser avait été continuée sans une minute de repos, mais le travail était difficile. Le charbon à travers lequel on se frayait un passage était ce que les mineurs appellent nerveux, c'est-à-dire très dur, et comme un seul piqueur pouvait travailler à cause de l'étroitesse de la galerie, on était obligé de relayer souvent ceux qui prenaient ce poste, tant ils mettaient d'ardeur à la besogne les uns et les autres. En même temps, l'aérage de cette galerie se faisait mal. On avait, à mesure qu'on avançait, placé des tuyaux en fer-blanc, dont les joints étaient lutés avec de la terre glaise. Mais bien qu'un puissant ventilateur à bras envoyât de l'air dans ces tuyaux, les lampes ne brûlaient que devant l'orifice du tuyau. Tout cela retardait le percement, et le 7e jour depuis notre engloutissement, on n'était encore arrivé qu'à une profondeur de 20 mètres. Dans les conditions ordinaires, cette percée eût demandé plus d'1 mois. Mais avec les moyens dont on disposait et l'ardeur déployée, cela devait aller plus vite. Il fallait d'ailleurs tout le noble entêtement de l'ingénieur pour continuer ce travail, car de l'avis unanime,
Il était malheureusement inutile. Tous les mineurs engloutis avaient péri. Il n'y avait désormais qu'à continuer l'épuisement au moyen d'ébène, et un jour ou l'autre on retrouverait tous les cadavres. Alors de quelle importance était-il d'arriver quelques heures plus tôt ou quelques heures plus tard? C'était là l'opinion des gens, compétents aussi bien que du public. Les parents eux-mêmes, les femmes, les mères, avaient pris le deuil. Personne ne sortirait plus vivant de la truyère. Sans ralentir les travaux d'épuisement qui marchaient sans autres interruptions que celles qui résultaient des avaries dans les appareils, l'ingénieur, en dépit des critiques universelles et des observations de ses confrères ou de ses amis, faisait continuer la descente. Il y avait en lui l'obstination, la foi généreuse qui fit trouver un nouveau monde à Colomb. « Encore un jour, mes amis, disait-il aux ouvriers, et si demain nous n'avons rien de nouveau, nous renoncerons. Je vous demande pour vos camarades ce que je demanderais pour vous, si vous étiez à leur place. » La confiance qui l'animait passait dans le cœur de ces ouvriers, qui arrivaient ébranlés par les bruits de la ville, et qui partaient partageant ses convictions. Et avec un ensemble, une activité admirable, la descente se creusait. D'un autre côté, il faisait boiser le passage de la lampisterie, qui s'était éboulée dans plusieurs endroits, et ainsi, par tous les moyens possibles, il s'efforçait d'arracher à la mine son terrible secret et ses victimes, si elle en renfermait encore de vivantes. Le 7e jour, dans un changement de poste, le piqueur qui arrivait pour entamer le charbon crut entendre un léger bruit, comme des coups frappés faiblement. Au lieu d'abaisser son pic, il le tint levé, et colla son oreille au charbon. Puis, croyant se tromper, il appela un de ses camarades pour écouter avec lui. Tous deux restèrent silencieux, et après un moment, un son faible, répété à intervalles réguliers, parvint jusqu'à eux. Aussitôt la nouvelle courut de bouche en bouche, rencontrant plus d'incrédulité que de foi, et parvint à l'ingénieur, qui se précipita dans la galerie. Enfin, il avait donc raison. Il y avait là des hommes vivants que sa foi allait sauver. L'ingénieur fit sortir ceux qui l'avaient suivi, et même tous les ouvriers qui faisaient la chaîne pour porter les déblais, ne gardant auprès de lui que les 2 piqueurs. Alors ils frappèrent un appel à coups de pique fortement assénés et également espacés. Puis, retenant leur respiration, ils se collèrent contre le charbon. Après un moment d'attente, ils reçurent dans le cœur une commotion profonde. Des coups faibles, précipités, rythmés, avaient répondu aux leurs. Frappez encore à coups espacés pour être bien certain que ce n'est point la répercussion de vos coups. Les piqueurs frappèrent, et aussitôt les mêmes coups rythmés qu'ils avaient entendus, c'est-à-dire le rappel des mineurs, répondirent aux leurs. Le doute n'était plus possible, des hommes étaient vivants, et l'on pouvait les sauver. Les sons perçus étaient si faibles qu'il était impossible de déterminer la place précise d'où ils venaient. Mais l'indication cependant était suffisante pour dire que des ouvriers échappés à l'inondation se trouvaient dans une des 3 remontées de la galerie plate des vieux travaux. Ce n'est plus une descente qui ira au-devant des prisonniers, mais 3, de manière à arriver aux 3 remontées. Lorsqu'on sera plus avancé et qu'on entendra mieux, on abandonnera les descentes inutiles pour concentrer les efforts sur la bonne. Le travail reprend avec plus d'ardeur, et c'est à qui des compagnies voisines enverra à la truyère ses meilleurs piqueurs. À l'espérance résultant du creusement des descentes se joint celle d'arriver par la galerie, car l'eau baisse dans le puits. Lorsque dans notre remontée nous entendîmes l'appel frappé par l'ingénieur, l'effet fut le même que lorsque nous avions entendu l'ébène d'épuisement tomber dans les puits. Sauvés! Ce fut un cri de joie qui s'échappa de nos bouches, et sans réfléchir nous crûmes qu'on allait nous donner la main. Puis, comme pour l'ébène d'épuisement après l'espérance, revint le désespoir. Le bruit des pics annonçait que les travailleurs étaient bien loin encore. 20 mètres, 30 mètres peut-être. Combien faudrait-il pour percer ce massif? Nos évaluations variaient. 1 mois, 1 semaine, 6 jours. Comment attendre 1 mois, 1 semaine, 6 jours? Lequel d'entre nous vivrait encore dans 6 jours? Combien de jours déjà avions-nous vécu sans manger? Seul le magister parlait encore avec courage. Mais à la longue, notre abattement le gagnait, et à la longue aussi la faiblesse abattait sa fermeté. Si nous pouvions boire à satiété, nous ne pouvions pas manger, et la faim était devenue si tyrannique que nous avions essayé de manger du bois pourri émietté dans l'eau. Carrory, qui était le plus affamé d'entre nous, avait coupé la botte qui lui restait, et continuellement il mâchait des morceaux de cuir. En voyant jusqu'où la faim pouvait entraîner mes camarades, j'avoue que je me laissais aller à un sentiment de peur, qui s'ajoutait à mes autres frayeurs, me mettait mal à l'aise. J'avais entendu Vitalis raconter souvent des histoires de naufrage, car il avait beaucoup voyagé sur mer, au moins autant que sur terre, et parmi ces histoires, il y en avait une qui, depuis que la faim nous tourmentait, me revenait sans cesse pour s'imposer à mon esprit.
Dans cette histoire, des matelots avaient été jetés sur un îlot de sable, où ne se trouvait pas la moindre nourriture, et ils avaient tué le mousse pour le manger. Je me demandais, en entendant mes compagnons crier la faim, si pareil sort ne m'était pas réservé, et si sur notre îlot de charbon je ne serais pas tué aussi pour être mangé. Dans le Magister et l'oncle Gaspard, j'étais sûr de trouver des défenseurs, mais Pagès, Bergogneau et Carrerie surtout, avec ses grandes dents blanches qui l'aiguisaient sur ses morceaux de bottes, ne m'inspiraient aucune confiance. Sans doute ces craintes étaient folles, mais dans la situation où nous étions, ce n'était pas la sage et froide raison qui dirigeait notre esprit ou notre imagination. Ce qui augmentait encore nos terreurs, c'était l'absence de lumière. Successivement, nos lampes étaient arrivées à la fin de leur huile, et lorsqu'il n'en était plus resté que deux, le Magister avait décidé qu'elles ne seraient allumées que dans les circonstances où la lumière serait indispensable. Nous passions donc maintenant tout notre temps dans l'obscurité. Non seulement cela était lugubre, mais encore cela était dangereux, car si nous faisions un mouvement maladroit, nous pouvions rouler dans l'eau. Nous n'étions que 3 sur chaque palier, et cela nous donnait un peu plus de place. L'oncle Gaspard était à un coin, le Magister à un autre, et moi au milieu d'eux. De temps en temps nous frappions contre la paroi pour dire à nos sauveurs que nous étions vivants, et nous entendions leurs pics saper sans repos le charbon. Mais c'était bien lentement que leurs coups augmentaient de puissance, ce qui disait qu'ils étaient encore loin. Quand la lampe fut allumée, je descendis chercher de l'eau dans la botte, et il me sembla que les eaux avaient baissé dans le trou de quelques centimètres. Les eaux baissent, mon Dieu! Et une fois encore nous eûmes un transport d'espérance. Insensiblement, ces bruits devenaient de plus en plus forts. L'eau baissait et l'on se rapprochait de nous. Mais arriverait-on à temps? Si le travail de nos sauveurs augmentait utilement d'instant en instant, notre faiblesse d'instant en instant aussi devenait plus grande, plus douloureuse, faiblesse de corps, faiblesse d'esprit. Depuis le jour de l'inondation, mes camarades n'avaient pas mangé. Et ce qu'il y avait de plus terrible encore, nous n'avions respiré qu'un air qui, ne se renouvelant pas, devenait de jour en jour moins respirable et plus malsain. Heureusement, à mesure que les eaux avaient baissé, la pression atmosphérique avait diminué, car si elle était restée celle des premières heures, nous serions morts assurément asphyxiés. Ainsi, de toutes les manières, si nous avons été sauvés, l'avons-nous dû à la promptitude avec laquelle le sauvetage a été commandé et organisé. Le bruit des pics et des bennes était d'une régularité absolue, comme celle d'un balancier d'horloge, et chaque interruption de poste nous donnait de fiévreuses émotions. Allait-on nous abandonner, ou rencontrait-on des difficultés insurmontables? Pendant une de ces interruptions, un bruit formidable s'éleva, un ronflement, un soufflement puissant. « Les eaux tombent dans la mine !» s'écria Carrerie. « Ce n'est pas l'eau, » dit le Magister. « Qu'est-ce? Je ne sais pas, mais ce n'est pas l'eau. » Les coups de pique étaient devenus plus distincts, et bien certainement on s'était rapproché de nous de manière à nous atteindre bientôt peut-être. Les eaux baissaient toujours, et nous eûmes bientôt une preuve qu'elles n'atteignaient plus le toit des galeries. Nous entendîmes un grattement sur le schiste de la remontée, et l'eau clapota, comme si de petits morceaux de charbon avaient tombé dedans. On alluma la lampe, et nous vîmes des rats qui couraient au bas de la remontée. Comme nous, ils avaient trouvé un refuge dans une cloche d'air, et lorsque les eaux avaient baissé, ils avaient abandonné leur abri pour chercher de la nourriture. S'ils avaient pu venir jusqu'à nous, c'est que l'eau n'emplissait plus les galeries dans toute leur hauteur. Ces rats furent pour notre prison ce qu'a été la colombe pour l'arche de Noé, la fin du déluge. Je voulus descendre au bas de notre remontée pour bien voir les progrès de la baisse des eaux. Ces progrès étaient sensibles, et maintenant il y avait un grand vide entre l'eau et le toit de la galerie. « Attrape-nous des rats !» me cria Carrerie, « que nous les mangions !» Mais pour attraper les rats, il fallut plus agile que moi. Pourtant l'espérance m'avait ranimé, et le vide dans la galerie m'inspirait une idée qui me tourmentait. Je remontai un autre palier. « Magister, j'ai une idée. Puisque les rats circulent dans la galerie, c'est qu'on peut passer. Je vais aller en nageant jusqu'aux échelles. Je pourrai appeler, me faire entendre, aider aussi à nous sauver. On viendra nous chercher, ce sera plus vite fait que par la descente. » Un moment le Magister resta à réfléchir, puis me prenant la main. « Tu as du cœur, petit, fais comme tu veux. Je crois que c'est l'impossible que tu essaies, mais ce n'est pas la première fois que l'impossible réussit. Embrasse-nous. » Je l'embrassai ainsi que l'oncle Gaspard, puis ayant quitté mes vêtements, je descendis dans l'eau. « Vous crierez toujours, dis-je avant de me mettre à nager, votre voix me guidera. » Quel était le vide sous le toit de la galerie? Était-il assez grand pour me mouvoir librement? C'était là la question. Après quelques brasses, je trouvai que je pouvais nager en allant doucement, de peur de me cogner la tête.
L'aventure que je tentais était donc possible. Au bout, était-ce la délivrance? Était-ce la mort? Je me retournai et j'aperçus la lueur de la lampe que reflétaient les eaux noires. Là, j'avais un phare. « Vas-tu bien » criait le magister. « Oui. » Et j'avançai avec précaution. De notre remontée aux échelles, la difficulté était dans la direction à suivre, car je savais qu'à un endroit, qui n'était pas bien éloigné, il y avait une rencontre des galeries. Il ne fallait pas se tromper dans l'obscurité, sous peine de se perdre. Pour me diriger, le toit et les parois de la galerie n'étaient pas suffisants, mais j'avais sur le sol un guide plus sûr, c'étaient les rails. En les suivant, j'étais certain de trouver les échelles. De temps en temps, je laissais descendre mes pieds, et après avoir rencontré les tiges de fer, je me redressais doucement. Les rails sous mes pieds, les voix de mes camarades derrière moi, je n'étais pas perdu. L'affaiblissement des voix d'un côté, le bruit plus fort d'ébène, d'épuisement d'un autre, me disaient que j'avançais. Enfin, je reverrais donc la lumière du jour, et par moi, mes camarades allaient être sauvés. Cela soutenait mes forces. Avançant au milieu de la galerie, je n'avais qu'à me mettre droit pour rencontrer le rail, et le plus souvent je me contentais de le toucher du pied. Dans un de ces mouvements, ne l'ayant pas trouvé avec le pied, je plongeais pour le chercher avec les mains, mais inutilement. J'allais d'une paroi à l'autre de la galerie, je ne trouvais rien, je m'étais trompé. Je restai un moment paralysé par une poignante angoisse, ne sachant de quel côté me diriger. J'étais donc perdu dans cette nuit noire, sous cette lourde voûte, dans cette eau glacée. Mais tout à coup le bruit des voix reprit, et je sus par où je devais me tourner. Après être revenu d'une douzaine de brasses en arrière, je plongeai et retrouvai le rail. C'était donc là qu'était la bifurcation. Je cherchais la plaque, je ne la trouvais pas. Je cherchais les ouvertures qui devaient être dans la galerie. À droite comme à gauche, je rencontrais la paroi. Où était le rail? Je le suivis jusqu'au bout. Il s'interrompait brusquement. Alors je compris que le chemin de fer avait été arraché, bouleversé par le tourbillon des eaux, et que je n'avais plus de guide. Dans ces conditions, mon projet devenait impossible, et je n'avais plus qu'à revenir sur mes pas. J'avais déjà parcouru la route, je savais qu'elle était sans danger, je nageais rapidement pour regagner la remontée. Les voies me guidaient. À mesure que je me rapprochais, il me semblait que ces voies étaient plus assurées, comme si mes camarades avaient pris de nouvelles forces. Je fus bientôt à l'entrée de la remontée, et je criai à mon tour. « Arrive, arrive » me dit le magister. « Je n'ai pas trouvé le passage. »« Cela ne fait rien, la descente avance. Ils entendent nos cris, nous entendons les leurs. Nous allons nous parler bientôt. » Rapidement, j'escaladai la remontée et j'écoutais. En effet, les coups de pique étaient beaucoup plus forts, et les cris de ceux qui travaillaient à notre délivrance nous arrivaient faibles encore, mais cependant déjà bien distincts. Après le premier mouvement de joie, je m'aperçus que j'étais glacé. Mais comme il n'y avait pas de vêtements chauds à me donner pour me sécher, on m'enterra jusqu'au cou dans le charbon menu, qui conserve toujours une certaine chaleur. Et l'oncle Gaspard, avec le magister, se serrèrent contre moi. Alors je leur racontai mon exploration et comment j'avais perdu les rails. « Tu as osé plonger ?»« Pourquoi pas? Malheureusement, je n'ai rien trouvé. » Mais ainsi que l'avait dit le magister, cela importait peu maintenant, car si nous n'étions pas sauvés par la galerie, nous allions l'être par la descente. Les cris devinrent assez distincts pour espérer qu'on allait entendre les paroles. En effet, nous entendîmes bientôt ces trois mots prononcés lentement. « Combien êtes-vous » De nous tous, c'était l'oncle Gaspard qui avait la parole la plus forte et la plus claire. On le chargea de répondre. « 6 » Il y eut un moment de silence. Sans doute au dehors ils avaient espéré un plus grand nombre. « Dépêchez-vous » cria l'oncle Gaspard, « nous sommes à bout. » Vos noms. Il dit nos noms. Bergougnoux, Pagès, le magister, Carrery, Rémy, Gaspard. Dans notre sauvetage, ce fut là, pour ceux qui étaient au dehors, le moment le plus poignant. Quand ils avaient su qu'on allait bientôt communiquer avec nous, tous les parents, tous les amis des mineurs engloutis étaient accourus, et les soldats avaient grand-peine à les contenir au bout de la galerie. Quand l'ingénieur annonça que nous n'étions que 6, il y eut un douloureux désappointement, mais avec une espérance encore pour chacun, car parmi ces 6 pouvait se trouver celui qu'on attendait. Il répéta nos noms. Hélas, sur 120 mères ou femmes, il y en eut 4 seulement qui virent leurs espérances réalisées. Que de douleurs, que de larmes. Nous, de notre côté, nous pensions aussi à ceux qui avaient dû être sauvés. « Combien ont été sauvés ?» demanda l'oncle Gaspard. On ne répondit pas. Il y avait une question qui me tourmentait. Demandez donc depuis combien de temps nous sommes là. Depuis 14 jours. 14 jours? Celui de nous qui, dans ses évaluations, avait été le plus haut, avait parlé de 5 ou 6 jours.
Vous ne resterez pas longtemps maintenant. Prenez courage, ne parlons plus, cela retarde le travail. Encore quelques heures. Ce furent, je crois, les plus longues de notre captivité, en tout cas de beaucoup les plus douloureuses. Chaque coup de pic nous semblait devoir être le dernier, puis après ce coup il en venait un autre, et après cet autre encore un autre. De temps en temps les questions reprenaient. « Avez-vous faim ?»« Oui, très faim. »« Pouvez-vous attendre ? Si vous êtes trop faible, on va faire un trou de sonde et vous envoyer du bouillon, mais cela va retarder votre délivrance. Si vous pouvez attendre, vous serez plus promptement en liberté. »« Nous attendrons, dépêchez-vous. » Le fonctionnement des bennes ne s'était pas arrêté une minute, et l'eau baissait toujours régulièrement. « Annonce que l'eau baisse, dit le magister. Nous le savons, soit par la descente, soit par la galerie, on va venir à vous, bientôt. » Les coups de pic devinrent moins forts. Évidemment, on s'attendait d'un moment à l'autre à faire une percée, et comme nous avions expliqué notre position, on craignait de causer un éboulement, qui, nous tombant sur la tête, pourrait nous blesser, nous tuer ou nous précipiter dans l'eau, pêle-mêle avec les déblais. Le magister nous explique qu'il y a aussi à craindre l'expansion de l'air, qui, aussitôt qu'un trou sera percé, va se précipiter comme un boulet de canon et tout renverser. Il faut donc nous tenir sur nos gardes et veiller sur nous comme les piqueurs veillent sur eux. L'ébranlement causé au massif par les coups de pic détachait dans le haut de la remontée deux petits morceaux de charbon qui roulaient sur la pente et allaient tomber dans l'eau. Chose bizarre, plus le moment de notre délivrance approchait, plus nous étions faibles. Pour moi, je ne pouvais pas me soutenir, et couché dans mon charbon menu, il m'était impossible de me soulever sur le bras. Je tremblais, et cependant je n'avais plus froid. Enfin, quelques morceaux plus gros se détachèrent et roulèrent entre nous. L'ouverture était faite au haut de la remontée. Nous fûmes aveuglés par la clarté des lampes. Mais instantanément, nous retombâmes dans l'obscurité. Le courant d'air, un courant d'air terrible, une trombe, entraînant avec elle des morceaux de charbon et des débris de toutes sortes, les avait soufflés. « C'est le courant d'air, n'ayez pas peur, on va les rallumer au dehors. Attendez un peu. » Attendre, encore attendre. Mais au même instant, un grand bruit se fit dans l'eau de la galerie, et m'étant retourné, j'aperçus une forte clarté qui marchait sur l'eau clapoteuse. « Courage, courage !» criait-on. Et pendant que par la descente on arrivait à donner la main aux hommes du palier supérieur, on venait à nous par la galerie. L'ingénieur était en tête. Ce fut lui qui le premier escalada la remontée, et je fus dans ses bras avant d'avoir pu dire un mot. Il était temps, le cœur me manqua. Cependant j'eus conscience qu'on m'emportait, puis quand nous fûmes sortis de la galerie plate, qu'on m'enveloppait dans des couvertures. Je fermai les yeux, mais bientôt j'éprouvai comme un éblouissement qui me força à les ouvrir. C'était le jour, nous étions en plein air. En même temps, un corps blanc se jeta sur moi. C'était Capi, qui d'un bond s'était élancé dans les bras de l'ingénieur et me léchait la figure. En même temps, je sentis qu'on me prenait la main droite et qu'on m'embrassait. « Rémi » dit une voix faible. C'était celle de Mathia. Je regardai autour de moi, et alors j'aperçus une foule immense qui s'était tassée sur deux rangs, laissant un passage au milieu de la masse. Toute cette foule était silencieuse, car on avait recommandé de ne pas nous émouvoir par des cris, mais son attitude, ses regards parlaient pour ses lèvres. 20 bras se tendirent pour me prendre, mais l'ingénieur ne voulut pas me céder, et fier de son triomphe, heureux et superbe, il me porta jusqu'au bureau, où des lits avaient été préparés pour nous recevoir. 2 jours après, je me promenais dans les rues de Vars, suivi de Mathia, d'Alexis, de Capi, et tout le monde sur mon passage s'arrêtait pour me regarder. Il y en avait qui venaient à moi et me serraient la main avec des larmes dans les yeux, et il y en avait d'autres qui détournaient la tête. Ceux-là étaient en deuil et se demandaient amèrement pourquoi c'était l'enfant orphelin qui avait été sauvé, tandis que le père de famille, le fils, était encore dans la mine, misérable cadavre charrié, ballotté par les eaux. Mais parmi ceux qui m'arrêtaient ainsi, il y en avait qui étaient tout à fait gênants. Ils m'invitaient à dîner ou bien à entrer au café. « Tu nous raconteras ce que tu as éprouvé, disait-il. » Et je remerciais sans accepter, car il ne me convenait point d'aller ainsi raconter mon histoire à des indifférents, qui croyaient me payer avec un dîner ou un verre de bière. D'ailleurs, j'aimais mieux écouter que raconter, et j'écoutais Alexis, j'écoutais Mathia, qui me disait ce qui s'était passé sur terre pendant que nous étions sous terre. Quand je pensais que c'était pour moi que tu étais mort, disait Alexis, ça me cassait bras et jambes, car je te croyais bien mort. Moi, je n'ai jamais cru que tu étais mort, disait Mathia. Je ne savais pas si tu sortirais vivant de la mine, et si l'on arriverait à temps pour te sauver, mais je croyais que tu ne t'étais pas laissé noyer, de sorte que, si les travaux de sauvetage marchaient assez vite, on te trouverait quelque part. Alors, tandis qu'Alexis se désolait et te pleurait, moi je me donnais la fièvre en me disant «
Il n'était pas mort, mais il va peut-être mourir. Et j'interrogeais tout le monde. Combien peut-on vivre de temps sans manger? Quand aura-t-on épuisé l'eau? Quand la galerie sera-t-elle percée? Mais personne ne me répondait comme je voulais. Quand on vous a demandé vos noms et que l'ingénieur, après Carry, a crié Rémi, je me suis laissé aller à terre en pleurant. Et alors on m'a un peu marché sur le corps. Mais je ne l'ai pas senti tant j'étais heureux. Je fus très fier de voir que Mathia avait une telle confiance en moi, qu'il ne voulait pas croire que je pouvais mourir.